Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Voilà, je m'intéressais à Fire Emblem Radiant Dawn qui est potentiellement mon jeu préféré de tous les temps. Donc j'avais tapé Radiant Dawn critique. Et je suis tombé sur cette petite vidéo de la chaîne Esquive la boule de feu. Donc c'est une chaîne que je ne connaissais pas et je vois que la vidéo elle a été postée il y a 2 ans de cela, donc j'arrive vraiment un peu en retard pour la critiquer. Mais c'est une chaîne qui marche plutôt bien, hein. Il a 50 000 abonnés, la vidéo a fait 25 000 vues, et globalement il a de bons retours, j'ai vu sur Metacritic, il y a beaucoup de gens qui apprécient sa chaîne. Dans sa description il se définit comme une chaîne d'analyse de game design, principalement sur des jeux japonais. Je suis tombé sur cette vidéo, je l'ai écoutée, elle est assez longue, hein, elle fait à peu près 47 minutes. Et il y a pas mal de points sur lesquels j'ai un peu grincé des dents, j'étais pas forcément d'accord. Donc je me permets d'émettre cette petite critique. Je vais passer la vidéo en fond, en avance rapide, hein, histoire que ça prenne pas 2 heures non plus. Et sur certains points où je ne suis pas d'accord, en fait, je vais vous apporter ma critique, mon point de vue, pourquoi je ne suis pas du même avis qu'Esquive la boule de feu. Et esquive la boule de feu, si jamais tu vois cette vidéo, sache que c'est vraiment pas contre toi. Je pense que c'est admirable ce que tu fais. Je vois que tu fais quand même un travail assez régulier où à chaque fois tu fais des critiques de jeux que je pense que tu aimes. Et je vois il y a beaucoup de jeux que moi aussi j'aime bien, donc je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts. C'est un bon signe. Ça se trouve, si on se connaissait en vrai, on serait peut-être potes. Je vois tu parles de Majora's Mask, de Shovel Knight, Pokémon Emerald, Kid Icarus, Dark Souls, Demon's Souls, que des jeux que moi j'aime aussi beaucoup. Tu parles de Yakuza et forcément Fire Emblem. Voilà. Donc, tout ça c'est vraiment ma cam. Peut-être que je regarderai d'autres de tes vidéos à l'avenir. Pour l'instant c'est la seule que j'ai vue. Donc c'est parti. Sans plus attendre, je vais lancer ta vidéo et quand j'aurai des points à critiquer, je mettrai tout simplement sur pause et j'expliquerai en quoi je ne suis pas d'accord. Même si globalement il y a beaucoup de passages où je suis du même avis que toi et là je n'aurai rien à redire car voilà. Allez c'est parti. Le mois dernier, dans cette même émission, j'ai publié une vidéo comme d'habitude beaucoup trop longue pour analyser en détail Fire Emblem 9, Path of Radiance. Je décrivais avec une partialité évidente comment cet épisode de la longue série Fire Emblem ressort du lot par ses mécaniques riches, son univers formidablement détaillé, son propos intelligent et son design plus que correct. Et la vidéo se terminait comme le jeu lui-même par un appel à une suite, que voici. Fire Emblem 10, Radiant Dawn, est la suite directe de Path of Radiance, se déroulant dans le même univers quelques années plus tard avec un ensemble de personnages aux 2 tiers repris du volet précédent. Sorti en 2008 sur Wii, il souffre aujourd'hui des mêmes problèmes d'accessibilité que son prédécesseur. Le jeu n'a jamais été réédité, il ne se trouve que d'occasion pour des sommes considérables, et la Wii branchée sur des écrans HD modernes donne une image particulièrement dégueulasse. Là encore, Dolphin est la solution évidente pour quiconque souhaite profiter de Radiant Dawn sans se ruiner ni le porte-monnaie ni les yeux, en attendant que Nintendo cesse ses stratégies ridicules de rétention des anciens jeux. Alors là oui je suis assez d'accord, c'est vraiment bête que Nintendo garde des jeux de séries importantes comme Mario, Fire Emblem, Zelda comme ça coincés sur la console d'origine, c'est particulièrement vrai pour Fire Emblem 9 et 10 qui sont assez chers, durs à trouver. Je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis faut pas avoir peur d'encourager l'émulation car c'est souvent la meilleure façon de jouer à ces jeux dans de bonnes conditions modernes, sur écran HD, avec parfois des petits patchs d'amélioration. Globalement, je suis assez d'accord, mais par contre, quand tu dis oui, une sortie dégueulasse sur la Wii, c'est pas forcément vrai parce que Fire Emblem Radiant Dawn, contrairement à son prédécesseur, tu peux y jouer en sortie HDMI, en natif sur la Wii U. D'ailleurs, si t'as une Wii U modée, tu peux aussi jouer en natif à Fire Emblem 9 sur une sortie HDMI, y a pas de souci. Mais voilà, là c'est vraiment du chipotage, c'était juste pour préciser que oui, on peut quand même on peut quand même jouer à FE10 sur la Wii U, voilà, en sortie HDMI. Sans se niquer les yeux du coup. La Wii est une console pour laquelle je n'ai pas beaucoup de sympathie, parce qu'on s'en souvient surtout pour l'avènement du motion gaming inclus au forceps dans tous les jeux Nintendo sortis sur cette console. On pourrait légitimement craindre que comme Mario, comme Zelda, comme Donkey Kong, comme Metroid, Fire Emblem doit aussi passer par la case motion gaming malvenue à l'occasion de son épisode sur Wii. Et, étonnamment, il n'en est rien. Ouais, je te trouve un peu dur avec la Wii, on dirait un peu du mépris, tu sais, envers le motion gaming, le fait que la Wii elle s'ouvrait à un public un peu plus large, parce qu'il faut quand même avouer, le gimmick de la Wiimote, c'est vrai qu'il était fort utilisé dans beaucoup de titres Nintendo, mais souvent c'était très très bien fait. C'était sympathique dans Mario Galaxy, l'utilisation du pointeur sur certains jeux, par exemple la version de Resident Evil 4 qui se joue en visant au pointeur, c'était vraiment une expérience sympathique. Il y a plein d'exemples positifs de jeux sortis sur Wii, et tous n'utilisaient pas forcément la gimmick de la Wiimote. Là, justement, on en parle, il y avait Radiant Dawn, mais il y avait aussi d'autres jeux comme Pandora Tower, Metroid Prime 3, qui s'orientaient à un public un peu plus hardcore de gamers, entre guillemets.
Mais ouais, c'est un peu, c'est un peu une balle gratuite pour la Wii, je trouve. Voilà. Tu penses ce que tu veux, hein, mais je trouve la Wii, elle est pas tellement critiquable à ce niveau-là, hein. C'est pas si mal. Pas besoin de secouer la Wiimote pour attaquer, pas besoin de sélectionner avec le pointeur la case sur laquelle vous voulez déplacer une unité, vous tenez la manette à l'horizontale comme du temps de tapis, et par conséquent Radiant Dawn est un des jeux Wii qui ont le mieux vieilli. Bah oui, là pareil, tu dis, ouais, du coup, il a bien vieilli, justement, parce qu'il n'utilise pas les spécificités de la Wii. Il n'utilise pas la Wiimote, il n'y a pas de motion control, etc. Bah, c'est ni une qualité ni un défaut, c'est juste un choix de design, si tu veux. Donc en fait, je vois vraiment pas où est le problème. Car t'as certains jeux comme par exemple Pikmin 1, 2 et le troisième sur Wii U où les gens ils adorent justement le control scheme de pouvoir jouer avec le pointeur de la Wiimote et ça se porte très bien à certains jeux. Là évidemment c'est un tactical RPG en case par case donc ils sont pas forcément trouvé l'intérêt d'utiliser le motion control là-dedans mais je trouve ça un peu cruel surtout pour un fan de jeux vidéo de tout de suite comme ça tacler le motion gaming alors que en vrai c'est sympa. Et encore aujourd'hui, on peut voir qu'il y a un peu un héritage de la Wii chez les jeux de Nintendo, où par exemple sur les derniers Zelda, ben, tu peux bouger un petit peu la manette pour mieux viser, tu sais, pour affiner ta précision et tu fais pas tout au stick. Et moi je trouve ça sympa en vrai, c'est mieux ça que de rester bloqué tout le temps sur les mêmes manettes, les mêmes contrôles tout le temps. L'intérêt de Nintendo c'est aussi d'innover. Voilà. Après t'as le droit de pas être d'accord, mais moi je trouve que la Wii c'est vraiment pas si mal. Par rapport à l'épisode GameCube, les améliorations esthétiques sont mineures. La plus importante est que le jeu est maintenant en 16 neuvième et que je peux me passer d'insérer une image de background sur l'entièreté de la vidéo comme la dernière fois. Merci bien. Bon, là, tu critiques le fait que... Enfin, critique entre guillemets. Le fait que les jeux ne soient pas en 16 neuvième avant ça, mais franchement, format carré ou format 16 neuvième, on s'en fiche un peu, à part ouais pour ta vidéo YouTube, parce que YouTube, généralement, il privilégie le 16 neuvième, ça fait pas vraiment de différence. Aussi, tu le précises pas, mais le 16 neuvième, c'est exclusif aux versions hors Japon, car la version japonaise, c'était aussi en 4 tiers, comme son prédécesseur. La mise à jour en 16 neuvième, c'est arrivé avec les versions européennes, voilà, qui sont un peu différentes et je te reprendrai là-dessus plus tard, mais voilà, petit point de précision. Pour le reste, les portraits, les décors, les musiques, les modèles 3D restent globalement dans la même veine. Les animations de combat ont été rendues plus dynamiques, mais elles restent 1000 fois trop longues, d'autant plus que les cartes sont souvent bien plus grandes que dans Battle Royale et peuvent contenir des douzaines et des douzaines d'unités ennemies. Ne pas virer ces animations revient à doubler la longueur du jeu pour la faire passer d'une cinquantaine à une centaine d'heures. Et franchement, elles sont visuellement sympas, mais je ne trouve pas qu'elles valent l'investissement. Vous pouvez, comme dans Battle Royale, vous contenter des animations sur la carte ou, et ça c'est nouveau, les désactiver complètement. L'intérêt visuel de cette dernière option est absolument nul, mais c'est ce qui teste le moins votre patience quand 15 unités vertes et 30 unités rouges doivent jouer avant que vous puissiez à nouveau contrôler quoi que ce soit. Et même ainsi, certains chapitres prennent quand même plus d'une heure à compléter. En vrai, oui, une cinquantaine d'heures, c'est peut-être exagéré parce que je pense que quand tu skips toutes les cinématiques, t'es plutôt sur du 25 heures de jeu. Donc je dirais peut-être si tu lis vraiment tout le dialogue, les cinématiques, etc., t'es peut-être plus sur du 30 heures de jeu, mais 50 heures c'est peut-être un peu exagéré. Et avec les animations, passer sur du 100 heures, peut-être, mais même là je suis pas sûr. Après, c'est vrai que les animations, moi aussi je les désactive, c'est vraiment juste pour faire joli. Mais la première fois, pour la toute première partie, ça peut être sympa. Par certains aspects, Radiant Dawn est très similaire à Path of Radiance, et ce sont des aspects sur lesquels on ne va pas s'appesantir. Cette vidéo ne va donc pas parler des mécaniques de jeu, qui sont celles de Path of Radiance avec quelques modifications mineures plutôt bienvenues. Le bonus-malus accordé par le biorhythme a été boosté, mais même après ça, on a toujours tendance à s'en battre contre les steaks. Les niveaux obtenus par expérience bonus donnent maintenant précisément 3 points de stats pour éviter les abus. Les cavaliers Wyvern ne sont plus sensibles aux flèches, bref, des trucs vraiment mineurs. Globalement, Radiant Dawn est tout aussi riche dans ses mécaniques que l'épisode qui précède, et c'est un excellent point. On ne va pas non plus parler du map design, parce que même s'il y a un certain nombre de chapitres remarquables, en bien ou en mal, les principes appliqués sont là aussi grosso modo les mêmes que dans Path of Radiance. Intégration du scénario dans le gameplay, objectifs variés, multiples routes et objectifs secondaires fréquents pour vous pousser à utiliser toutes vos unités, et l'usage de l'expérience bonus comme carotte pour vous encourager à terminer les chapitres rapidement ou autrement. Et cette carotte est ici mieux communiquée parce qu'il y a maintenant un écran à chaque bataille qui récapitule l'expérience bonus obtenue et son origine. いい加減にしてください。 Les deux vraies différences avec Path of Radiance au niveau du map design sont la présence fréquente d'un paquet d'unités vertes alliées, ce que vous mâchez une partie du travail, et l'usage trop fréquent de l'objectif décimer l'ennemi. Parmi les objectifs traditionnels de la série Fire Emblem, c'est celui qui encourage le moins la créativité et la réflexion. Et couplé à des renforts soutenus, à la lenteur des animations, à la présence des unités alliées et à la taille des cartes, c'est un des principaux facteurs qui font de Radiant Dawn un jeu très lent. Alors oui, décimer l'ennemi, c'est pas forcément l'objectif le plus intéressant, mais souvent parfois quand l'objectif c'est prendre le trône et que le seul moyen de prendre le trône en question c'est de buter tous les ennemis de la carte, bon, il n'y a pas grande différence. Par contre, Radiant Dawn, il arrive quand même à pimenter un peu les cartes où il faut juste décimer l'ennemi en ayant quelques objectifs secondaires, et ça c'est plutôt bien réussi, hein. On en reparlera. Pour cette raison, je suis un peu moins fan du map design de cet épisode que de celui de son prédécesseur, mais ce sont vraiment des différences assez fines. On notera que les développeurs ne sont pas tombés dans le piège facile de la réutilisation de chapitres entre les deux volets. Une seule carte de Radiant Dawn provient de l'épisode GameCube, et ironiquement, c'est le putain de pont avec ces putains de trous que quelqu'un a venu reboucher entre temps, sauf que cette fois-ci on traverse dans l'autre sens. Et je préfère prendre ça comme une forme d'humour très sophistiqué de la part d'Intelligent System que comme un vrai concept de chapitre. Ah, si. Non seulement il y a des trous, mais il y a même des mâches qui posent des runes, tu sais, qui empêchent les unités de passer sur ces cases-là. Donc, je te retrouve même, à un moment, je me suis même retrouvé à ne pas pouvoir passer à certains points du pont avec autre chose que les unités volantes, parce qu'il y avait juste aucun moyen de passer. Ah, le fameux pont, le fameux pont. Bon, après, il y a une petite astuce pour le pont, c'est que tu peux placer tes unités volantes là où il y a les trous, et du coup, les unités peuvent passer à travers.
Tu sais, ton unité volante et ils tomberont pas dans le trou, c'est un peu... Mais bon, ça faut le savoir, c'est vraiment... Est-ce que tu connais la map, est-ce que tu la connais pas la première fois que tu l'as fait, forcément. Tu tombes dans le piège, c'est pas très amusant, là je peux comprendre. C'est une critique valide. Après, t'es vraiment encouragé à utiliser les unités volantes, notamment celles que tu recrutes dans ce chapitre, comme Sigrun, je crois. Sigrun, du coup, et voilà, si tu utilises une team entièrement de cavaliers, oui, ça va être embêtant, mais si c'est des unités à pied, généralement, tu peux les ramasser puis les redéposer. C'est pas, ça va, c'est quand même gérable. Bon, mais du coup, si on est là pour parler ni des mécaniques de jeu ni du map design, sur quoi cette vidéo va-t-elle se concentrer? Deux constats peuvent être faits sur Radiant Dawn qui le rend particulier au sein de sa série. D'une part, son expérience de jeu tourne autour de son scénario. Et d'autre part, il est sur Wii, une console destinée à être vendue à un public sans expérience préalable de jeux vidéo et dont les éditeurs considéraient généralement qu'ils étaient incapables de se confronter à la difficulté. Et les éléments classiques du gameplay de Fire Emblem, la tactique et la planification de partie à long terme, sont notamment impactés par ces particularités. Voilà, là on est en plein dedans, c'est vraiment le point où on n'est pas d'accord. C'est selon toi, dans la stratégie de la Wii de Nintendo, tu es persuadé que FE10 a été rendu plus facile et a eu des mécaniques qui finalement détériorent un peu l'expérience de jeu. Et surtout que c'est un Fire Emblem où la planification n'est pas au cœur de l'expérience de jeu. Je te démontrerai que c'est tout le contraire, mais je te laisse continuer. Comment impacté par ces particularités. On va voir en quoi, si c'est une bonne chose ou non, et pour une fois on va aussi se pencher sur ce scénario en détail, puisqu'il est au cœur de ce que je cherche à faire à Radiant Dawn. Vous êtes dans l'Esquive le feu, et aujourd'hui, c'est Fire Emblem 10. La tradition dans la série Fire Emblem, c'est d'avoir une campagne structurée en une trentaine de chapitres avec une continuité totale d'un chapitre à l'autre. Qu'il s'agisse de Mars dans Fire Emblem 1, de Roy dans Binding Blade, de Ike dans Path of Radiance ou de Corrin dans Fates, vous suivez à chaque fois linéairement la progression du personnage principal et des alliés qu'il recrute. Vous les entraînez au fur et à mesure des combats pour en faire un groupe d'élite, et nécessairement vous vous attachez à eux dans le processus. Mais Radiant Dawn brise cette tradition car l'ascension de son personnage principal a déjà été racontée. Et à la place, il prend du recul pour décrire au cours d'une quarantaine de chapitres les luttes que mènent plusieurs groupes de personnages à l'échelle du continent entier. Ce qui signifie qu'il n'y a plus nécessairement de continuité entre les unités qu'on a à notre disposition d'un chapitre à l'autre. La première partie suit un groupe de personnages natifs de Dain, la brigade de l'eau menée par la prêtresse Mikael. Elle adopte en accéléré la structure classique d'une campagne de Fire Emblem. On commence avec une poignée de personnages, on en recrute d'autres à chaque chapitre, on ouvre des coffres, on les met à l'intérieur pour se procurer une équipement rare, on essaie de donner l'expérience aux unités les plus faibles et d'atteindre le niveau 20 pour les promouvoir. Avant qu'on ait pu atteindre ce palier avec plus d'une ou deux unités, cependant la partie est finie, et on ne reverra plus ces personnages avant un bon moment. La partie 2 se passe à Crimea et elle est très courte, 5 chapitres, ce qui nous empêche de construire quoi que ce soit à long terme avec ces unités. Elles sont déjà promues quand on en prend le contrôle, et elles ne gagneront qu'une expérience symbolique au cours de ces quelques chapitres. La partie 3 nous donne le contrôle des mercenaires de Grail, qui commencent tous promus mais à bas niveau, et cette partie 3 dure suffisamment longtemps pour qu'on puisse entraîner ces personnages. C'est là qu'on se rend compte que Radiant Dawn possède un troisième palier de promotion, atteint lui aussi au niveau 20 pour les unités déjà promues, et vos personnages devraient avoir tout juste le temps d'atteindre ce palier d'ici la fin de la partie 3. 4 des 13 chapitres qu'elle contient sont dédiés au groupe des parties précédentes. 3 d'entre eux vous rendent le contrôle de la brigade de l'aube, et un autre vous remet au commande de la chevalerie Crimea. Les cartes sont rebattues au début de la partie 4, tous les personnages du jeu y sont accessibles et doivent se séparer en 3 groupes. Chacun de ces 3 groupes mènera très exactement 2 batailles avant que vous n'en arriviez à l'épilogue en 5 parties, pour lesquelles vous devez choisir 11 unités pour y participer et laisser la quarantaine d'autres sur le carreau. Bien évidemment, l'intérêt de cette structure est qu'elle permet d'avoir un scénario complexe et non manichéen, où des groupes de personnages aux intérêts divergents, qui ne sont pourtant tous sympathiques, s'opposent les uns aux autres. Et c'est une idée très louable, sur laquelle on reviendra quand on parlera du scénario. Et là, j'ai envie de te dire, pas que, parce que l'intérêt, c'est aussi un intérêt au niveau du map design, car les game designers, du coup, savent exactement quelles cartes sont distribuées, quels personnages sont disponibles pour chaque chapitre. Ça permet vraiment d'avoir un map design aux petits oignons, où il n'y a rien qui est vraiment dû au hasard, on sait que tu as telles unités avec telles caractéristiques, plus ou moins, ça marche vraiment très très bien dans la partie 1 et la partie 2. La partie 3 un petit peu moins, et la partie 4 là, c'est pas du tout la même philosophie, car là l'idée c'est vraiment d'exploiter les unités que tu auras entraînées, tu auras déjà commencé à choisir un peu tes favoris, on va dire. La partie 4 c'est plus la partie que tu vas planifier, ou tu vas t'y préparer. C'est un peu vrai aussi pour la partie 3, et la partie 1 et 2 c'est là vraiment où le map design il est tip top. Donc l'intérêt, c'est pas seulement un intérêt scénaristique, mais c'est aussi un intérêt qui sert le gameplay, tout simplement. Cependant, je pense que même dans ce court résumé que j'ai fait, il est très facile de voir que l'adoption de cette structure a posé d'énormes problèmes tant narratifs qu'en termes de gameplay. D'une part, la multiplication des groupes de protagonistes signifie aussi une multiplication des personnages jouables, autant qu'une réduction des occasions de les développer. Radiant Dawn n'a pas moins de 73 personnages jouables, ce qui est plus que les 66 que compte Fire Emblem Fates, qui est séparé en 3 routes de 25 chapitres. Écrire des dialogues de soutien pour autant de personnages aurait été un travail colossal et n'aurait même pas été une solution viable pour les développer parce qu'un grand nombre d'entre eux est disponible que dans 2, 3, voire un seul chapitre et n'aurait pas eu l'occasion de développer ces conversations de soutien. Le soutien existe encore en tant que mécanique de jeu, vous pouvez appairer vos unités pour qu'elles se confèrent des bonus quand elles sont à proximité, mais plus en tant qu'outil narratif. Mais alors vous allez me dire comment sont développés ces 73 personnages? Eh bien on peut distinguer plusieurs cas, et on va s'appuyer comme exemple sur les personnages de la partie 1. Soit ils ont la chance de faire partie des personnages principaux ou leur entourage direct, ce qui concerne Micaiah, Soth, Raphaël et Naya, et alors ils vont directement participer aux événements importants du scénario et comme Radiant Dawn a beaucoup de choses à raconter, ça va naturellement constituer le développement de personnages. Soit ce sont des personnages secondaires prenant directement de Path of Radiance, ici Iliana, Jill, Toroneo, Ziark, Tormod et Muarim, et alors ils n'ont pas besoin d'être grandement développés puisqu'on les connaît déjà. Ils se contentent d'être eux-mêmes et d'intervenir de temps en temps, sauf pour ceux qui ont la malchance de devenir des caricatures d'eux-mêmes, passage d'un jeu à l'autre. Iliana est un bon exemple de cette tendance. Elle doit n'avoir qu'une dizaine de lignes de dialogue dans le jeu, et il n'y en a pas une seule qui ne fasse pas référence au fait qu'Iliana est un rapatate, ce qui était un élément important de sa caractérisation dans Path of Radiance, mais pas non plus le seul. Dans le même genre, Boyd est devenu complètement con, et répète grand bleu chacune de ses phrases. Ouais, enfin, Iliana, tu vois, c'est un personnage secondaire, et oui, sa gimmick, c'est que c'est une gloutonne, quoi. C'est pas, c'est pas si grave, hein. Je demande pas à Iliana, tu vois, de me sortir un pamphlet
Sur la philosophie dans Fire Emblem, c'est pas trop ce qu'on lui demande, c'est juste la petite mage de foudre qui mange beaucoup. Et moi, ça me dérange pas, tu vois. Si je veux en savoir plus sur Iliana, ben, je lis ses soutiens dans FE9, tu vois. Dans FE10, c'est pas trop grave. Idem pour Boyd, il a eu un très bon développement dans FE9, là, y a pas trop de soucis. Je pense c'est tu chipotes un peu, hein, voilà. Mais bon, moi aussi je chipote beaucoup, donc c'est pas grave. D'ailleurs, je trouve que Iliana est un personnage vachement plus intéressant mécaniquement comparé à Fire Emblem 9, justement parce qu'elle a ce rôle de marchand, entre guillemets, où elle passe d'une faction à l'autre et elle permet de livrer un item d'une armée à l'autre, un peu comme les marchands dans Fire Emblem Gaiden par exemple. Or, elle n'avait pas ce rôle-là dans Fire Emblem 9, ce qui fait que mécaniquement, je la trouve moins iconique. D'ailleurs, Har, il a aussi ce rôle et tu peux totalement lui donner un objet que tu récupères en partie 2 et comme ça, cet objet, il sera dans l'inventaire de Har qui rejoint l'armée de Ike dans la partie 3. Et le seul élément de caractérisation qu'on aura sur Astrid est qu'elle est aveuglément amoureuse d'un gros loser. Et oui, Astrid, tout le monde trouve que son développement est incohérent, mais je trouve vraiment pas, car normalement elle devait avoir un mariage arrangé avec le Kain, qui est vraiment une grosse ordure. Donc en comparaison, oui, Makalov, finalement il est pas si mal. Et après, ça tient vraiment à mettre en avant son côté un peu protecteur vis-à-vis de Makalov, le fait qu'elle lui envie sa relation de famille avec sa sœur Marcia, le lien fort qu'il y a entre les deux, et aussi tout simplement que voilà, c'est Astrid qui choisit finalement son prétendant, l'homme qu'elle aime, et ça suit finalement l'idée que Astrid choisit sa propre voie, elle choisit de devenir chevalier, elle choisit son propre mari entre guillemets. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, si tu emmènes Astrid en endgame, elle a une conversation avec Lequin. Donc c'est... Non, non, non. Globalement, Astrid, c'est un très bon personnage. Et j'ai aucun problème avec le développement d'Astrid dans FE10, personnellement. Mais je sais que c'est un avis impopulaire. Soit enfin vous êtes un personnage secondaire inédit de Radiant Dawn et là ben, vous avez perdu au loto. Le jeu n'a pas le temps, ni les moyens, en l'absence de conversation de soutien, pour leur donner plus qu'une caractérisation squelettique. Fiona par exemple est un personnage qui semble intéressant dans le chapitre où elle est introduite. Elle est la fille d'un des 4 cavaliers de Dain, dont faisait également partie Guerrier Toroneo, et a la responsabilité d'une région entière du pays. Mais elle ne prendra ensuite plus jamais la parole dans le jeu. Encore pire, la Lagus Vika n'a presque aucune ligne de dialogue et ne semble pas non plus avoir de trait de caractère, de passé ou même de raison d'être là. Pour certains de ces personnages, comme les membres principaux des Brigades de l'Aube, il y a bien toujours les conversations optionnelles dans la base qui remplissent en partie le rôle des conversations de soutien. Mais vu le nombre de personnages présents dans le jeu, ils seront chanceux s'ils en ont ne serait-ce qu'une seule qui leur est consacrée. Pour toutes ces raisons, Radiant Dawn allie étrangement des personnages extrêmement bien développés et importants dans le contexte de l'univers, avec certains des personnages plus insignifiants de la série entière. Bon, c'est vrai que le manque de soutien, ça fait que certains personnages sont sous-développés. Mais après, un personnage de Fire Emblem, on lui demande pas forcément non plus d'avoir des lignes et des lignes de dialogue. Dans tous les Fire Emblem, t'as toujours des personnages qui sont un peu plus en retrait. Par exemple, dans Fire Emblem Fates, t'as des personnages qui n'ont des soutiens que avec le personnage principal. C'est comme aussi dans Awakening, et par exemple, si on prend Tracia, t'as des personnages, parfois, ils ont une ligne de dialogue. Et là, c'est littéral, ils ont vraiment une ligne de dialogue, il n'y a même pas de dialogue dans les bases de conversation. Tu vas me dire, c'est une autre console, c'est une autre époque, il y a des limitations techniques, ouais, mais ça les empêche pas non plus de devenir iconiques. Juste un bon design et un bon feeling quand tu les joues, parfois ça suffit, hein. Moi, un de mes personnages préférés, c'est Tina dans Tracia, et c'est vraiment juste parce que elle est super fun à jouer, elle fait des choses que les autres unités ne font pas, elle peut voler les armes des ennemis, elle peut débloquer des portes, elle peut rejouer, voilà. Souvent c'est ça en fait qui va jouer dans l'appréciation d'un personnage, c'est le feeling, le design, et bon, le passé du personnage, comment il écrit, etc. C'est un peu secondaire en vrai dans Fire Emblem. Sauf quand, comme tu l'as dit, c'est vraiment des personnages principaux très importants dans l'intrigue, comme Micaiah, Sos, Naila, les rois, etc. Et là, oui, forcément, ils sont plus développés, mais est-ce que tu es vraiment malheureux de te dire, ah non, j'aurais aimé en savoir plus sur Meg, ouais, bon, Meg, c'est la fille de Brom, voilà, elle est joviale, elle rêve de se marier, c'est ce trait de personnalité, tu vois. Et voilà, c'est suffisant. Moi, il m'en faut pas plus, elle est mignonne, elle est cool, c'est une unité en armure. Bon, voilà, j'aime bien ce perso. Ça suffit à me convaincre. Et ça va aussi pour les membres de la Brigade de l'Aube. Juste le fait que ce soit les trois premiers, parmi les premières unités que tu as dans ton équipe, ça suffit pour que tu t'y attaches. Du point de vue du gameplay ensuite, cette structure en 4 parties pose un autre problème que je considère encore plus embêtant, la destruction quasi totale de la planification à long terme dans notre expérience de jeu, qui a pourtant toujours été un des piliers de Fire Emblem. C'est dû à des différences flagrantes et imprévisibles de viabilité et de disponibilité entre les différents personnages, qui nous empêchent complètement de construire une équipe en prévision de la fin du jeu.
Alors, voilà, la fameuse planification. Donc c'est assez vrai quand tu fais ta première partie, mais FE10 n'est pas pensé comme un jeu auquel tu ne joues qu'une seule fois. C'est-à-dire que déjà, rien que pour avoir les bonnes fins, tout débloqué, il faut faire le jeu au moins 2 fois. Donc la première fois que tu joues, comme tu en parles plus tard dans ta vidéo, t'as quand même un bon nombre de mécaniques et de filets de sauvetage, comme tu les as appelés, où le joueur qui débute, même s'il fait des bêtises, qu'il gère mal ses ressources, il sera pas complètement bloqué. Par contre, quand il va rejouer à FE10 en connaissance de cause, en sachant quand tel et tel personnage vont revenir, il va mieux gérer son inventaire, l'expérience de base, il va mieux la redistribuer, et il va un peu choisir ses chouchous parmi les personnages et dire ok, moi, mon endgame, ce sera ce perso, ce perso, ce perso, faut pas que j'oublie de faire tel objectif dans telle map. Il sait un peu à quoi s'attendre. C'est un peu, selon moi, c'est ça la grosse richesse de Fire Emblem 10. Et finalement, quand tu dis ah, c'est trop bête, les unités elles sont pas disponibles forcément à tous les chapitres, c'est un peu imprévisible. Moi je pense au contraire c'est une force, parce que ça t'encourage à vraiment jouer un maximum de persos dans les chapitres où ils sont disponibles, et pas juste dire ok, toi sur le banc et je te joue pas de tout le jeu. Là t'as certains persos, tu vas les jouer que tu le veuilles ou non. Par exemple Nefeni et Braum. Moi je connais beaucoup de gens qui ont joué à FE9 et ils ont jamais touché à Braum de leur vie, ils ont dit ah non, c'est quoi ce gros je ne joue pas avec ça. Or, dans FE10, ben, rien que le premier chapitre, pardon, le second chapitre de la partie 2, il est vraiment au centre, quoi. T'as que 3 unités, c'est Esser, Braum et Nefeni. Et finalement, c'est vachement sympa. Au contraire, au lieu de dire oui, tu peux pas prévoir sur le long terme de jouer telle ou telle unité, le revers de la médaille, c'est que si, parce que si t'es sur ta deuxième partie, tu sais ce qui t'attend, tu sais quel perso, pour quel perso tu vas garder tes ressources de côté, pour qu'il devienne plus fort. Et vu que tu as une disponibilité limitée, tu vas quand même jouer d'autres persos qu'en temps normal tu n'y serais pas forcément intéressé. Car là, chaque personnage a sa propre niche et a son propre intérêt dans le map design. C'est-à-dire, c'est particulièrement vrai dans la partie 2 qui, je trouve, est vraiment très très bien ficelée, où chaque unité a son utilité, a sa petite spécificité qui fait qu'ils seront utiles sur la map en question. Par exemple, l'été Mordecai, dans la map de la grotte, ils utilisent la mécanique du fait que les Lagus, ils ont une meilleure vision comme les voleurs dans le noir. Donc, ils te servent un peu de pseudo-torche. Idem, quand tu es sur le chapitre tactique de Geoffrey, tu vas vraiment bien exploiter tes cavaliers parce que tu es sur une ligne droite. Le but, c'est d'atteindre le bout de la map le plus rapidement possible. Et là, tu fais vraiment utilisation des mécaniques propres aux unités montées, donc Canto, etc. Moi, je trouve ça sympathique. Je trouve que ça donne vraiment l'occasion de jouer avec des personnages. Comme tu dis, il y en a beaucoup, mais ils sont assez bien exploités, je trouve. Sauf rares exceptions, mais parfois c'est voulu. Par exemple, pour la partie 3, ben, tu as accès aux deux jumelles, Lyre et l'été, et t'as aucune raison de jouer Lyre plutôt que l'été. Statistiquement, elle est plus mauvaise, tu n'y as pas accès en partie 2 comme l'été, donc vraiment, à part juste le fun de se dire, ouais, j'emmène Lyre en endgame, y a pas d'intérêt, c'est juste que c'est amusant, voilà. C'est une option qui s'offre à toi. Voilà, Lyre, c'est le maillon faible. Tu es le maillon faible. Au revoir. Prenons quelques exemples pour être plus clairs, allant des personnages les plus favorisés par la structure à ceux les moins favorisés. Mia appartient au groupe des personnages de Greg, qui monopolise quasiment la partie 3. Ah là là, encore un sim de Mia. Bon, on va voir ce qu'il a à dire. Elle dispose donc de 11 chapitres continus ou presque pour gagner du niveau, et est tout à fait susceptible d'atteindre le 3ème palier de promotion avant le début de la partie 4. Elle sera donc un des personnages les plus à même de tenir tête aux ennemis super bourrins de cette partie 4, et d'y engranger encore plus d'expérience pour être finalement une candidate tout à fait valable, à considérer parmi les 11 unités à sélectionner pour les 5 chapitres d'épilogue. Du point de vue de la distribution des privilèges de Radiant Dawn, Mia est une grosse bourgeoise. Ziark partage la même classe que Mia, Bretter, sauf qu'il est né de l'autre côté du périph', parmi la brigade de l'ombre. Bien qu'on le recrute déjà au 2ème palier de promotion parmi des personnages qui ne le sont pas encore, il va avoir beaucoup plus de mal qu'elle à être viable pour la partie 4, et encore plus pour l'épilogue. Il peut être déployé dans 4 chapitres dans la partie 1, dans lesquels son surlevel l'empêche de gagner beaucoup d'expérience. Après quoi on le retrouve pour 3 chapitres dans la partie 3, où le pic de difficulté fait de lui une des rares unités capable de se battre à armes égales avec ses adversaires. Il va mécaniquement y engranger beaucoup d'expérience, mais 3 chapitres, c'est très court, et il est très improbable qu'il atteigne le 3ème palier de promotion avant la partie 4, ce qui l'empêchera d'y apporter une contribution autre que symbolique, et lui fera accumuler du retard sur vos unités utiles. Seul un traitement préférentiel intense, à base d'expérience bonus à chaque chapitre de Babying dans la partie 4, vous permet de l'utiliser tout au long du jeu, alors même qu'il est une des unités les plus puissantes de son groupe pour son recrute. En fait, la raison pour laquelle tu préférerais Ziark à Mia, elle est toute simple. C'est que Ziark, il a la capacité adepte qui lui est innée. Donc, c'est-à-dire qu'il ne paye pas de coûts supplémentaires pour équiper cette compétence.
Et Adept, ça te permet d'avoir un Brave Effect sur un pourcentage de je sais plus quoi. Mais en gros, par exemple, avec une épée héros, tu peux taper jusqu'à 8 fois. Bref, c'est une très bonne capacité que Mia n'a pas. Mia a la capacité initiatique qui lui permet d'attaquer avant l'ennemi. Bon, mon avis personnel, Adept, c'est un peu mieux. Et une autre raison plus simple, c'est tout simplement que certaines personnes vont juste préférer The en tant que personnage, son design, à Mia. Et les deux, en réalité, sont des options valables, et c'est au joueur, finalement, de créer sa propre histoire. Et finalement, se dire que c'est même pas le cas le plus extrême, c'est vraiment pas si difficile de le rendre viable, il suffit juste, soit tu le promos un peu plus tôt sans forcément qu'il atteigne le niveau 20, soit tu mets un peu d'expérience de base de côté, et tu le donnes à Zir que, encore une fois, tu dis oui, c'est du babysitting, mais le jeu est prévu pour. La raison pour laquelle on a ces points d'expérience, c'est justement pour les redistribuer dans les unités que tu apprécies, et dire que c'est un excellent candidat si t'aimes bien un bretteur avec Adept. Voilà, c'est le, c'est le choix évident. En plus, tu pourras lui ajouter d'autres compétences. J'arrive pas trop à voir pourquoi tu dis oui, Mia, c'est vraiment le candidat par défaut pour le endgame. C'est pas forcément vrai, hein. Mia n'est pas si incroyable. C'est peut-être juste parce qu'elle est très mignonne, donc les gens ont l'habitude de dire ah ouais, moi je veux jouer Mia à tout prix. Mais Zirk est aussi une très très bonne unité, même s'il demande forcément un peu plus de travail que Mia, parce que Mia, comme beaucoup des mercenaires de Grail, elle aura beaucoup de moins de mal à atteindre son tier 3. Mais ouais, Zirk c'est une bonne option. Imaginez donc ce que ça donne pour une unité qui est déjà particulièrement faible quand on la recrute. Fiona est également à la brigade de l'aube, vous rejoint au niveau 9, non promu, avec des caractères de base atroces, et n'est disponible que dans 2 chapitres de la partie 1, avant le pic de difficulté de la partie 3 où elle devient instantanément totalement inutile si elle n'est pas encore promue, sans parler de la partie 4. Il y a toujours eu des personnages faibles dans Fire Emblem qui présentent aucun avantage sur les autres unités que vous pouvez déployer et que seuls leurs fans obstinés s'évertuent à jouer. Mais Fiona est un cas à part même parmi cet archétype à cause de sa disponibilité abyssale et des nids que le jeu dresse sur la route de tous ceux qui voudraient essayer d'entraîner. Bah oui, mais je crois que tu n'as pas compris le but de la partie 1. En fait, il te présente différentes unités un peu faiblardes, et parmi ces unités, tu vas choisir un poulain. Tu vas dire, ok, ça c'est mon champion, je vais investir sur ce personnage, et à la fin, j'en ferai un dieu de la guerre. Et donc, tu as plusieurs tiers de difficulté parmi ces unités. Donc, en gros, la difficulté facile, c'est tu prends Nolan, ou pour la version européenne et US, Edward, qui a eu un petit buff. Ça, en gros, c'est vraiment les unités faciles à entraîner, sur lesquelles tu auras un retour assez rapidement. Ensuite, tu as un tir intermédiaire où c'est un petit peu plus difficile, mais c'est pas impossible. Où tu peux entraîner par exemple Meg qui devient une unité en armure qui a une bonne résistance et qui est assez rapide. Voilà, elle a cette petite spécificité un peu unique. Il y a aussi Aran qui est pas trop difficile à level up. Puis après, tu as vraiment le tiers, ok, ça c'est des unités très difficiles à entraîner. Donc tu as Leonardo et Fiona dont tu es en train de parler. Et en fait, les game designers de Radiant Dawn, ils sont pas bêtes. Ils savent que Fiona, on te met plein de bâtons dans les roues pour l'entraîner. Et Leonardo, juste par le fait qu'il soit archer, c'est un défi, car c'est pas une très bonne classe quand tu commences faible. Mais justement, ce qui est amusant, ce qui rend le jeu fun, c'est de te dire, ok, je connais bien Radiant Dawn, je connais bien le jeu, comment moi, en tant que joueur un peu expérimenté, je peux réussir à contourner tous ces obstacles que m'impose le développeur pour entraîner Fiona et en faire finalement une machine de guerre sur la fin. Surtout que Fiona elle a la spécificité d'avoir absorption, donc qui est un skill qui lui permet de régénérer ses HP par rapport à sa stat magique. Donc si tu te donnes la peine de l'entraîner, voilà, tu auras un très bon skill déjà par défaut dans le kit de Fiona, et tu peux assez rapidement en faire un des meilleurs cavaliers lanciers du jeu. Et ça c'est aussi vrai en termes de stats maximum que Fiona peut atteindre. C'est pas moi qui le dis, c'est le wiki de Fire Emblem. C'est une des meilleures cavalières du jeu. Et vraiment, c'est tout simplement un jeu de se dire, ok, Fiona pue la merde, mais si j'arrive à me dépatouiller et à contourner les obstacles imposés par les développeurs, j'aurai une unité superbe. Et après, tu en es fier, t'es là, ah ouais, j'ai réussi à amener Fiona jusqu'ici. Et c'est vrai aussi pour Leonardo, tu vois, qui est limité de par sa classe. Il est archer, donc forcément, c'est très très dur d'emmener Leonardo jusqu'en endgame, mais ça fait partie du fun. Et c'est totalement possible. Moi, sur ma dernière partie, j'avais amené Leonardo sur la dernière map, j'avais emmené Lyre aussi.
Et j'avais réussi à avoir toutes leurs stats au maximum avec la meilleure arme. Leonardo, voilà, il avait le double bow et il roulait sur tout le monde. Ça fait partie du fun, c'est vraiment le zero to hero. Ça vaut pour Sophia dans FE6, ça vaut pour Nino dans FE7, et ça vaut pour Amelia, Ross et Ewan dans FE8. Mais là où Radiant Dawn est un peu plus malin que ses prédécesseurs, c'est que justement tu as l'expérience en base que tu peux redistribuer, donc tu peux quand même, même si tu n'arrives pas à donner des kills aux unités, tu peux quand même réussir à faire monter le niveau pour que après ça roule tout seul. Et enfin, Tormod est la cerise sur ce gâteau bizarre. Il est disponible pour 3 chapitres dans la partie 1, dans lesquels il est très utile puisque déjà promu et très puissant, mais ensuite il disparaît totalement jusqu'à la partie 4 où il est automatiquement déployé et est désormais tellement en sous-level qu'il a du mal à faire des dégâts à quoi que ce soit et constitue plus une gêne pour vos unités compétentes qu'autre chose. En fait, je crois que tu n'as pas compris l'utilité de Tormod dans le game design de Radiant Dawn. En fait, Tormod, Muarim, Vika sont là pour t'épauler lors de la partie 1. Mais Tormod, il a la spécificité d'avoir une capacité innée, comme j'en parlais avec Zirak tout à l'heure. Lui, il a célérité. Donc c'est le seul qui a ça, c'est un skill qui lui donne plus de mouvement. Et justement, comme il a plus de mouvement, tu peux rajouter ce que tu veux par-dessus. C'est le seul mage, par exemple, qui va avoir autant de mobilité. Donc c'est pour ça que quand il revient en endgame, il est un peu underlevel. C'est parce que tu peux faire le choix de dire ok, je vais lui donner mon expérience de base pour le faire promote, et après j'aurai vraiment un très bon mage avec beaucoup de mobilité. Mais les game designers, ils sont pas bêtes. En gros, ils te proposent l'option de retirer célérité à Tormod. Donc en gros, Tormod, tu peux te dire tant pis, je ne vais pas le jouer, et à la place, je vais prendre ces plus de mouvement et je vais les donner à quelqu'un d'autre, même si les autres doivent payer le coup pour équiper le skill. Et donc tu peux avoir par exemple un SOT avec plus de mouvement qui va pouvoir rattraper les voleurs plus rapidement, ouvrir les coffres plus rapidement. Bref, tu peux donner un petit buff à l'unité de ton choix. C'est pas sans rappeler Shura dans Fire Emblem Fates Conquête. Alors je sais pas si tu te souviens, Shura, en gros à la fin du chapitre, tu peux choisir entre le garder en vie et il rejoint ton équipe, ou alors tu le tues et t'as une paire de bottes. Donc tu dois choisir entre une bonne unité ou un buff de mouvement pour un de tes personnages. Bah là c'est pareil. Et en plus, célérité, tu peux le donner en objet à tenir à Iliana. Et Iliana, quand elle rejoint le camp de Ike, bah là tu peux donner célérité à des personnages, des mercenaires de Grey par exemple. Même si c'est plutôt conseillé de le donner à un membre de la brigade de l'Aube, car ils sont un peu plus faiblards. Et en plus, dans le chapitre où il revient lors de la partie 4, Tormod aura un malus, du coup il n'aura plus son plus 2 de mouvement, et il sera peut-être un peu plus vulnérable aux ennemis. Et en fait c'est pour pimenter un peu le chapitre, tu sais, toi tu te plaignais que c'était juste, oui, il y a beaucoup de chapitres décimer l'ennemi, c'est le cas aussi de ce chapitre, hein, la résidence d'Oliver. Et en fait, avec ce malus, t'as un objectif secondaire qui est garder en vie Muarim, Vika et Tormod, donc le groupe de 3. T'es pas obligé de te l'imposer, mais c'est vraiment toi qui construis ta propre histoire. Tu te dis, ok, est-ce que je veux me rajouter ce petit défi? Je vais essayer de garder Tormod en vie. Et voilà, c'est aussi ça qui rend le jeu amusant, c'est que t'as un Tormod qui n'est pas au niveau, il pue un peu la merde, et du coup avec ton armée du côté de Ike, tu vas essayer de trouver des solutions pour dire ok, comment je vais faire pour protéger Tormod, comment je vais le mettre à l'abri jusqu'à la fin du chapitre, ou alors tu peux juste dire basta, je le laisse mourir, de toute façon c'est pas grave, moi ça me dérange pas de laisser mourir mes unités dans Fire Emblem. Alors tu peux te dire, ah non, moi je fais une run survivant, je veux que toutes les unités que je peux sauver, je les sauve. Voilà, et c'est un peu ça finalement qui est drôle. En fait, c'est ça qui est amusant, c'est que le joueur, du coup, tu lui laisses le choix. Il peut choisir justement de jouer des unités plus faibles juste parce que c'est fun de jouer des unités faibles, ou alors il peut se reposer sur les outils que lui donnent les game designers, et se dire ah moi je vais juste utiliser les rois Laguz, les unités les plus puissantes, et je vais pas m'embêter. En fait, il peut ajuster la difficulté comme il le souhaite. Et cette capacité finalement à gérer ta propre expérience de jeu, à gérer la difficulté de ton jeu, en t'imposant les défis que tu souhaites, moi ça me rappelle un petit peu le premier Dark Souls. Alors j'ai vu que tu as fait une vidéo sur Dark Souls, donc ça devrait peut-être te parler,
Mais selon la classe que tu choisis en début de jeu et l'objet que tu choisis, ton expérience de jeu n'est pas la même. Par exemple, si tu prends le pyromane, ce sera plus facile que si tu prends le mendiant. Et si tu choisis le passe-partout, tu pourras explorer beaucoup plus facilement le monde de Dark Souls, car tu auras des portes qui te seront ouvertes directement grâce au passe-partout. Ça vaut aussi, par exemple, si tu choisis la classe voleur, parce que lui aussi il commence avec le passe-partout. Bah là c'est pareil, les gens qui veulent train Fiona, c'est très très dur, c'est comme les gens qui prennent le mendiant sur Dark Souls, c'est qu'ils aiment bien la difficulté, ils aiment bien s'offrir un petit challenge en plus du jeu de base. Et Tormod, c'est vraiment l'option, ok, à qui je vais donner cet objet très utile et unique, comme les gens sur Dark Souls qui disent ah ouais, je vais prendre le passe-partout, car j'aime bien avoir cette option pour me déplacer plus facilement sur la map. Un peu, c'est un parallèle assez amusant, hein, parce que finalement quand on voit la map de Dark Souls et les maps de type plateau de Fire Emblem, on se dit ça va être dur de faire un parallèle entre les deux, et pourtant il est là. Alors vous allez me dire, il y a toujours eu du déséquilibre entre la viabilité des différentes unités dans Fire Emblem, ça n'a rien de nouveau. C'est d'ailleurs un des principaux vecteurs de narration par gameplay depuis le début de la série. Et je vous réponds que oui, mais ça n'a jamais été aussi extrême, ni aussi mal communiqué. Vous pouvez investir des ressources dans des personnages avec la volonté de les rendre exploitables à long terme pour que finalement le jeu vous en retire le contrôle pour les 15 chapitres suivants et qu'ils soient totalement inutilisables quand ils vous rejoignent. Et à côté de ça, le jeu vous donne des unités incroyablement puissantes qui ne nécessitent aucun investissement pour pouvoir solo tous les chapitres dans lesquels elles sont présentes. Pour revenir sur la partie 1 et la brigade de l'aube, vous avez accès dans les premiers chapitres à Sauce qui peut très bien tout faire tout seul, et dans ces derniers chapitres à Neyla, Torone ou même le Chevalier Noir qui sont tous les trois immortels et roulent sur le chapitre entier sans l'ombre d'une goutte de sueur. Alors pourquoi donc allez-vous vous emmerder à essayer d'utiliser des boulets comme Fiona, Meg ou Leonardo quand vous n'en retirerez de toute façon aucun bénéfice à long terme? Eh bien, pour le plaisir de jouer. Tout simplement, l'amour du jeu. J'ai vraiment rien d'autre à dire. On va essayer, parce qu'on croyait qu'il fallait jouer à Random comme un Fire Emblem ordinaire, mais moi si j'avais su, d'ailleurs quand j'ai rejoué au jeu pour cette critique, je me suis pas fait chier, hein. Dans tous les chapitres où il y avait Neyla, j'ai solo avec Neyla, dans tous les chapitres où il y avait Chevalier Noir, j'ai solo avec le Chevalier Noir, en début de jeu j'ai solo avec Sauce, et de toute façon il repasse les personnages. Ben voilà, là, c'est juste toi qui n'aimes pas te fixer justement des objectifs, t'aimes pas forcément la route zéro to hero que pourrait avoir par exemple Leonardo ou Meg, bref, ça ne t'intéresse pas, toi, tu veux juste atteindre l'objectif de la map, finir le jeu de la façon la plus optimale possible. Bon, tu joues comme tu veux, hein, mais ceux qui jouent autrement, ils n'ont pas forcément tort. En pratique, dans la partie 4, votre armée sera composée de 3 types d'unités. Les dieux de la guerre que sont Ike et les rois Lagus distribués gratuitement par le jeu, qui feront la plus grande partie du boulot. Les mercenaires de Grail qui, ayant atteint le 3ème palier de promotion, pourront contribuer efficacement à vos victoires. Et les meilleurs personnages de la brigade de l'aube et des chevaliers Chimera, grâce au level qui resteront en arrière en essayant de ne pas mourir quand ils se mettent à 4 sur un solide. Donc, bref, dans l'intérêt de son scénario, Radiant Dawn fait des choix structures qui réduisent l'aspect planification à long terme de Fire Emblem à l'ombre de ce qu'il peut être. Ce qui veut dire que le jeu va principalement se reposer sur ses aspects tactiques, la qualité interne de chaque chapitre, pour créer du gameplay intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment le point où on n'est pas d'accord. Moi je trouve que Fire Emblem 10 c'est vraiment l'un des jeux où justement tu planifies le plus ce que tu vas faire à l'avenir. Du moins quand c'est pas ta toute première partie, hein, on s'entend bien. À chaque fois tu réfléchis à qui je vais donner tel ou tel objet, à qui je vais donner telle compétence, à qui je vais donner l'expérience, qui je veux pour mon endgame. Non, sur ce point je suis vraiment pas d'accord. Malheureusement pour ces aspects tactiques, il se trouve que Radiant Dawn a aussi un problème au niveau de sa difficulté. Contrairement à son prédécesseur qui est réputé être assez facile, même au plus haut niveau de difficulté, et j'ai expliqué dans l'épisode du mois dernier pourquoi c'était effectivement le cas, Radiant Dawn a la réputation d'être dur, voire extrêmement dur, à en croire tous ces commentaires en ligne de joueurs déstabilisés dès le début du jeu, et la plupart des reviews des boss pour les spécialisés. Et cette fois, c'est une analyse à laquelle je ne souscris pas du tout. De mon point de vue, Radiant Dawn est encore plus facile que Path of Radiance, mais il l'est d'une manière très différente, insidieuse et dissimulée, qui mérite d'être expliquée. Déjà, pourquoi les gens ont tendance à s'écrier ainsi que Radiant Dawn est terriblement difficile? Je pense qu'on peut dégager 3 raisons. La première, c'est encore une fois le choix du mode de difficulté qui, comme pour Path of Radiance, est passé par le filtre de la localisation. Sauf que cette fois, ce filtre est foireux. Les modes normal, difficile et maniaque de la version japonaise ont à nouveau été renommés en facile, normal et difficile. Sauf que cette fois-ci, il y a eu très exactement 0 ajustement de gameplay pour coller à ces appellations. Autrement dit, le joueur qui lance naïvement sa partie en mode normal, c'est-à-dire quasiment tout le monde, hein, lance sans savoir ce qui est conçu comme un mode difficile, avec les conséquences habituelles sur le gameplay. Les ennemis sont plus nombreux et surtout un peu plus puissants, ce qui signifie grosso modo qu'ils prennent généralement un coup de plus à mourir tandis que vos personnages peuvent encaisser un coup de moins. Pour jouer à Radiant Dawn avec la difficulté calibrée comme pour le mode normal des autres épisodes de la série, il faut le lancer en mode facile. Et seuls les joueurs qui ne sont là que pour le scénario se dirigent naturellement vers un mode de difficulté avec un pareil. Deuxième élément, le début du jeu est raide, d'autant plus en mode difficile. Durant les 4 premiers chapitres notamment, vous perdez automatiquement si n'importe laquelle de vos unités est tuée. Ce qui, avec la calibration des ennemis correspondant à un mode difficile, peut facilement arriver. Et le joueur qui n'a pas l'habitude devant l'écran de game over quand il joue en Fire Emblem normal a toutes les raisons d'être déstabilisé si ça lui arrive plusieurs fois de suite. Et enfin, troisième élément, étant donné que Radiant Dawn se présente ouvertement comme la suite de Path of Radiance, la plupart des gens qui y jouent ont une expérience préalable de la série Fire Emblem, ne serait-ce que Path of Radiance, et ont donc des habitudes de jeu acquises de ces autres épisodes. Donner de l'expérience aux priorités aux unités faibles pour qu'elles gagnent rapidement des niveaux, évitez donc d'abuser des unités très fortes quand vous êtes en début de jeu, qualifiées généralement de Jagan parce qu'elles vont justement gâcher ses points d'expérience quand vos autres unités pourraient profiter, économiser les bonnes armes au cas où elles seraient plus utiles plus tard, etc. Bref, ils partent du principe qu'il faut planifier son expérience à long terme puisque c'est toujours le cas dans Fire Emblem. Sauf qu'on vient d'expliquer dans la partie précédente que dans Radiant Dawn, réfléchir à long terme ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et il y a une vraie volonté de game design derrière ça. Si planifier sa partie à long terme était nécessaire, alors ça voudrait dire que le joueur peut se coincer en laissant mourir ses unités ou en répartissant mal son expérience. Or nous sommes sur Wii, et la politique derrière les jeux Wii c'est d'être extrêmement accessible au public sans expérience du jeu vidéo qui constitue la cible marketing de la console. Donc il est hors de question de laisser à ces joueurs la possibilité de dégrader leur partie au point de ne plus pouvoir progresser. Radiant Dawn utilise donc plusieurs artifices pour s'assurer que ça n'arrive jamais, qu'on va mettre en lumière. Artifice numéro 1. Comme on l'a dit, dans les premiers chapitres vous avez automatiquement un game over si vous perdez n'importe laquelle de vos unités. Une condition de défaite qui d'habitude est réservée à votre personnage principal. En faisant ça, le jeu s'assure que vous ne progressez pas avec le handicap d'avoir perdu par exemple Nolan ou Edward, ou encore pire Sauce. Et ce n'est qu'une fois que vous aurez recruté une demi-douzaine de personnages supplémentaires que le jeu vous laissera la possibilité de continuer si quelqu'un meurt. Sur la liste des chapitres, je surligne ceux-là en jaune. Ce sont ceux où le jeu garde un contrôle ferme sur les unités à votre disposition pour le chapitre suivant.
Artifice numéro 2. Plus loin dans le jeu, vous avez donc potentiellement perdu des personnages importants ou très mal réparti votre expérience. Et il faut quand même que vous puissiez progresser. Donc c'est là que le jeu vous file gratuitement des unités absolument pétées, qui n'ont besoin d'aucun soutien pour terminer le chapitre. Je parle là de Neila, de Toronio et du Chevalier dans la partie 1, et des Rois Lagus dans la partie 4. Et notez bien que j'exclus de ça les excellentes unités comme Ike, Titania, Geoffrey ou Har dans les parties 2 et 3, pour ne garder vraiment que celles qui sont virtuellement intuables. J'indique en rouge sur la liste des chapitres ceux qui sont concernés par cet artifice. Alors vous allez me dire, non mais ça c'est sur le papier. En pratique, si on utilise seulement ces unités pour sauver les chapitres, on passe avec des objectifs secondaires comme des coffres, on gagne aucune expérience avec nos armées, donc on se met encore plus dans la merde. Et on avance super laborieusement dans le chapitre, donc on peut tirer un trait sur les bonus musculaires pour nous récompenser d'avoir joué efficacement. Et c'est vrai, qu'on se comprenne bien, je suis pas en train de recommander de solo les chapitres avec le chevalier noir quand il est présent. C'est évidemment pas la manière la plus intéressante de jouer, ni même d'ailleurs la plus efficace. Mais par contre, ce que je dis, c'est que ce filet de sécurité existe, et que passer à côté des coffres, d'expérience bonus, etc., c'est pas aussi rédhibitoire que ça l'est normalement dans un Fire Emblem, parce que le jeu continue par la suite à vous filer d'autres béquilles pour rattraper le retard sur la courbe de difficulté que vous avez accumulé en vous appuyant sur les béquilles précédentes. Et ce, jusqu'à la fin du jeu. Au début des 5 chapitres d'épilogue, vous récupérez le contrôle de Kengis, le roi des bêtes, qui est amplement suffisant pour s'occuper de tout ce que ces chapitres contiennent, avec l'exception de précisément 2 boss pour lesquels il vous faut du soutien. Ah là, j'ai l'impression que t'es un peu biaisé. Tu es persuadé que c'est parce qu'on est sur Wii que le jeu offre quelques options de facilité. Or, non, dans Fire Emblem, on a toujours eu des unités intuables, des Goto en fin de jeu, des Oifrei. C'est rien de nouveau. On a Seth dans Sacred Stone qui peut rouler sur tout le jeu à lui tout seul. On a Marcus dans Fire Emblem 7 qui te mâche une bonne grosse partie du boulot. Non, c'est vraiment rien de nouveau. Enfin, du moins, c'est pas apparu avec Fire Emblem 10, ça c'est sûr. Artifice numéro 3, les unités alliées. Si on regarde notre liste des chapitres, pour le moment, les parties 2 et 3 sont plutôt épargnées par les dispositifs qu'on a mentionnés. Mais il y en a un troisième qui les concerne directement. La présence très fréquente d'un paquet d'unités alliées, c'est-à-dire vert ou jaune, qui soit remplissent en partie les objectifs à votre place, soit font office d'éponge pour les attaques ennemies. Ce qui, mine de rien, simplifie considérablement la tâche. J'indique en orange les chapitres concernés, et je donne quelques exemples. Dans le problème de la partie 3, votre groupe doit progresser vers le nord parallèlement à l'armée Lagus composée d'unités vertes, et aider son chef Skrimir à saisir la case sur laquelle se trouve le boss. Sauf que, vous pouvez très bien passer des tours sans bouger personne, et laisser faire les Lagus, ça va être long et chiant, mais ils ont pas besoin de vous pour gagner. Ah, pour le coup, là, c'est vrai. C'est vrai que cette map, elle est pas terrible, et généralement, les maps des mercenaires de Grail, c'est souvent les maps les plus faibles du jeu. Mécaniquement parlant, en termes de map design, bon, c'est les plus plates. Et là, vraiment, on plaide coupable, hein. Cette map, c'est vraiment pas la plus fun, et c'est vrai que les Lagus peuvent faire le boulot tout seuls. Autre exemple, dans le troisième chapitre de la partie 2, la cavalerie de Crémien mène l'assaut sur un château, et vous êtes donc secondé d'une douzaine d'unités vertes. Elles ne sont pas assez fortes pour finir le chapitre seul, mais rien qu'en attirant les attaques ennemies, elles vous simplifient considérablement la tâche si vous choisissez d'avancer à leur rythme. Ce qui, là encore, n'est pas encouragé par le design du système d'expérience bonus, mais constitue un filet de sauvetage très solide. La plus évidente illustration de ces artifices, ce sont les 3 chapitres de la Brigade de l'eau qui contiennent la partie 3. À ce stade du jeu, vos personnages sont probablement en sous-level et complètement dépassés par les ennemis que vous affrontez, d'autant plus si vous vous êtes reposé sur Neila et le Chevalier Noir dans la partie 1. Mais regardons comment le jeu vous aide chapitre par chapitre. Chapitre 3.6. Certes, les Lagus en face sont balèzes et le brouillard de gain arrange bien, mais vous êtes secondé par une dizaine d'unités jaunes modérément compétentes, dont un prêtre qui soigne vos personnages à distance. Et si même ça ne suffit pas, le Chevalier Noir se pointe au tour 4 et entreprend de labourer toute la map. Vous pouvez techniquement vous recroqueviller dans vos zones de déploiement et le laisser tout faire. Chapitre 3.11. L'image devrait se suffire à elle-même, vous êtes épaulé par tellement d'unités jaunes, 28 pour être précis, que c'est plutôt vous qui les épaulez, et elles n'ont pas besoin de plus un petit coup de pouce pour terminer le chapitre tout seul. Chapitre 3.12. Vous devez défendre une zone pendant 12 tours face à l'assaut d'un assortiment de Lagus, félins et oiseaux. Et là encore, vous avez 28 unités jaunes crémaillées qui peuvent servir de charre à canon pour gagner du temps, ou de murs pour empêcher les félins de monter au corniche. Dans les derniers tours, les mercenaires de Grail menés par Ike montent eux-mêmes à l'assaut de votre position. Et ça a de quoi faire peur au vu des caractères de Ike en particulier. Mais si vous reculez simplement, le chapitre se termine avant qu'ils aient pu faire quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère avoir prouvé par A plus B que le jeu faisait constamment en sorte de vous donner les moyens de trivialiser les chapitres, quel que soit le degré d'incompétence que vous avez mis dans les précédents. Cela dit, si on regarde bien la liste des chapitres, il y en a un certain nombre qui sont encore blancs, et qui sont donc épargnés par ces dispositifs, ce qui inclut un bon bout de la partie 3. Donc là, encore une fois, je trouve que tu exagères un peu. Tu utilises le terme épargné, comme si c'était le mal incarné du game design. Voilà, c'est absolument évité. Ah oui, zut, les game designers utilisent des astuces de game design. Hein, étonnant, non? Étonnant. Donc bon, toi tu appelles ça des artifices, mais pour moi, bien évidemment qu'il faut s'assurer que le joueur puisse finir le chapitre normalement. C'est normal que le joueur ne puisse pas se softlock. Sinon il fait quoi? Il recommence tout le jeu? J'ai encore une fois cette impression que tu meubles ta vidéo. En fait, j'ai l'impression que c'est ton image de marque. Ton image de marque, c'est de faire des vidéos de plus de 40 minutes, hop, voilà, et on raconte quelques banalités pour meubler. Et tu essaies de nous faire croire que des Goto, des Oifei, c'est nouveau pour Fire Emblem. Or, c'est pas vraiment le cas, hein, et pourtant tu t'en plains. Et tu critiques le fait que l'on puisse reculer au chapitre 3.13 pour gratter un tour, alors qu'au fond, c'est juste une stratégie logique. Et c'est aussi aux joueurs de deviner, de comprendre que l'armée de Ike est trop fort, et c'est mieux de juste reculer pour gratter un tour. En plus, ça marche bien avec le scénario, puisqu'à la fin du chapitre, justement, Micaiah doit battre en retraite. Donc le gameplay vient faire un parallèle à l'histoire. Finalement, c'est assez bien pensé. Donc n'en parle pas comme si c'était le mal absolu. Et c'est effectivement la section du jeu où on vous tient le moins la main et vous êtes le plus responsabilisé. Cela dit, c'est aussi la section du jeu reconnue comme la plus facile, car toutes vos unités ou presque dominent facilement l'adversité. Donc, certes, vous faites du vélo sans boulette, mais sans non plus sortir du jardin. Par ailleurs, pour finir d'enfoncer le clou, j'ai gardé un argument là-dessus pour la fin. De tous les Fire Emblem sortis en Occident, Radiant est le seul qui vous laisse faire des sauvegardes à tout moment, et pas seulement entre chaque bataille. Et ça, ça change absolument tout. Pour que vous pensiez à sauvegarder régulièrement, vous pouvez annuler sans effort toute erreur de jeu d'autre part, et tout coup de pluie de la part de la RNG. Un personnage qui meurt, recharge. Un coup critique malvenu, recharge. Un élément scénarisé imprévu qui change la donne et vous met dans une position de faiblesse, mais recharge. Vous pouvez même inclure le fait de recharger la partie dans votre stratégie, par exemple en rechargeant jusqu'à obtenir le coup critique ou les skills dont vous avez besoin. Ah mais c'est super ça, mais pourquoi pas? Pardon. La mécanique de Bernadette n'a plus beaucoup de sens quand la pénalité pour annuler la mort d'un personnage n'est plus de recommencer le chapitre du début, mais juste le dernier tour.
C'est cette mécanique qui fait tout le sel de Fire Emblem. Quand après une heure passée sur un chapitre, vous perdez un personnage qui est bloqué à un point stratégique face à une armée entière, esquivant des dizaines d'attaques par tour, et que vous devez prendre la terrible décision de soit accepter ses pertes et continuer sans lui, soit effacer l'histoire, cette résistance héroïque et le level up que vous avez obtenu entre temps et l'investissement que vous avez mis jusque-là dans cette bataille. Avec la sauvegarde possible à tout moment, cette tension n'existe pas. Vous pouvez vous permettre d'avancer à tâtons, parce que là encore, il y a un filet de sécurité omniprésent. En quoi ce serait un problème? Ça donne juste de l'accessibilité en plus au jeu. Ça le rend plus facile. Et t'es pas obligé de l'utiliser, c'est juste une option qui t'est donnée. Et moi, c'est pas sans rappeler la mécanique de remonter les tours, qui a été introduite avec Fire Emblem Echoes. Et qu'on retrouve aujourd'hui dans Three Houses, Engage, tous les Fire Emblem qui sortiront à l'avenir, à mon avis, ils auront une mécanique similaire. Et moi, je vois vraiment pas où est le problème, justement parce que c'est bien pour les débutants, faut pas non plus faire l'élitiste de base. Ah oui, non, moi j'aime quand mon jeu il est aussi dur que possible et que les débutants, voilà, ils peuvent pas y jouer, hein, que ce soit très clair. Que les gens qui sont pas bons aux jeux vidéo, voilà, ils ne devraient pas avoir le droit de jouer aux jeux vidéo, hein, faut le savoir. Hein. Non, non, moi j'ai aucun problème avec ça. Après, si toi ton délire c'est de faire une run sans mort, mais à chaque fois que tu fais la moindre petite erreur, t'es obligé de rallumer, de recommencer tout le chapitre, bah quand vient t'en face, recommence tout le chapitre. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus simple de juste remonter le tour où t'as fait une erreur et de repartir direct dans le vif, quoi, plutôt que de refaire des trucs que tu as déjà acquis. C'est un peu comme aujourd'hui dans les jeux modernes comme Elden Ring, quand t'as un boss, maintenant tu réapparais direct en face du boss. Ça sert à rien de refaire la route vers le boss chiante, alors que tu peux hop, te remettre en selle directement, réaffronter le boss, mieux travailler le pattern, et voilà, c'est juste plus fun pour le joueur en fait. Et ceux qui aiment bien la mécanique de permadeath, ce que je comprends, hein, je trouve ça très très cool, il n'y aura jamais rien qui les empêchera de faire une run type Iron Man, où bon, j'ai une unité qui meurt, je continue. Point. Chacun joue comme il veut. C'est ça aussi que je trouve super avec Fire Emblem, c'est que le jeu il a évolué pour faire en sorte que maintenant il y a un mode casu, il y a, cette mécanique justement de remonter les tours. D'ailleurs, elle est tellement bien foutue, cette mécanique de remonter les tours, que je trouve que ça annulerait presque le mode casu où les unités ne meurent pas, justement parce que à tout moment, de toute façon, tu peux remonter le temps, et même les joueurs débutants, avec cet outil, ils peuvent devenir meilleurs. Voilà. Mais après, ça, ce n'est que mon avis, hein. C'est jamais un mal d'avoir une option en plus. Mais voilà, là, je comprends pas. C'est juste, tu veux juste couper toute option à des joueurs plus débutants et dire ah bah non, c'est pas bien, tu peux save scum, je crois que c'est le bon terme, pour recommencer en boucle les tours. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, chacun apprécie le jeu à sa manière. Moi, je vois pas trop de problème avec ça. C'est un peu du chipotage. Comme d'habitude, on va me sortir l'argument du si ça te plaît pas, t'as qu'à pas t'en servir. Et pour une fois, ben c'est vrai. Le jeu ne me semble pas designé autour de la mécanique de sauvegarde. Elle est clairement rajoutée sur un gameplay Fire Emblem ordinaire, probablement sur ordre de marketing en charge de la nuit. Donc en effet, on peut choisir de jouer sans retrouver l'impact habituel de la manette et complexifier énormément le jeu. Bah là, je comprends vraiment juste pas le projet. Pourquoi est-ce que tu as fait un long monologue pour finir sur après, chacun fait ce qu'il veut, hein, voilà, l'option est offerte aux joueurs, mais il n'est pas obligé, hein, voilà. Donc, vraiment, je suis dubitatif à quoi ça servait ce long pointage de doigts pour au final dire ouais, c'est pas grave. Bah oui, c'est pas grave. Dans ce cas, pourquoi tu. Après, peut-être que j'ai mal interprété, peut-être que finalement tu voulais pas en parler en mal, que tu veux juste dire les faits, mais encore une fois, impression de meublage. Mais bon. C'est une forme de challenge run qu'on peut tout à fait s'imposer, mais qu'on ne vienne pas me dire que Radiant Dawn est difficile en mode normal quand cette option existe, et encore moins que c'est un des jeux les plus difficiles de la série. Je ne peux pas prétendre que Radiant Dawn est le premier Fire Emblem à vous proposer des sauvegardes internes de chapitre parce que le 4 sur Super NES le faisait déjà. Mais c'était très différent. Déjà, c'était justifié par la longueur extrême de chaque chapitre qu'on pouvait difficilement terminer en une soirée. Et ensuite, il y avait diverses restrictions qui étaient associées. On ne pouvait sauvegarder que tout début de notre tour, pas à tout moment, donc moins d'abus de type je recharge jusqu'à passer pour critique. Et ensuite, ne pas utiliser ces sauvegardes était valorisé par le jeu puisque c'était le seul moyen d'avoir un bon rank dans les résultats finaux, sauf que ce genre de choses intéresse. Mais alors, quid du mode de difficulté difficile qui correspond au mode maniaque dans la version japonaise? À première vue, ça ressemble à une bonne solution pour tout ce qui me fait grincer les dents depuis une minute. Les sauvegardes internes de bataille n'y existent simplement pas, et le boost de puissance accordé aux ennemis empêche de sauver les chapitres équivalents de laisser faire les unités vertes. Oui, mais déjà, ce mode maniaque est trop dur pour constituer une alternative viable pour la plupart des joueurs, contrairement au mode difficile de Path of Radiance. Ce qui serait un équilibrage correct, ce serait Radiant Dawn dans ses modes de difficulté facile ou normal, mais sans le handling et la sauvegarde à tout moment. Là, par contre, avec le mode maniaque, on est vraiment sur un équilibrage réservé aux experts des mécaniques de Fire Emblem, très patient et déjà au courant des subtilités de chaque chapitre. Et puis ensuite, ce mode maniaque trouve ça malin de retirer deux mécaniques qui n'auraient jamais dû être retirées. D'une part, la mise en visibilité des portées de mouvement et d'attaque des unités ennemies, qui existe quand même depuis Fire Emblem 4 si je ne m'abuse, et que vous devez donc aller compter vous-même pour chaque ennemi de la carte en vérifiant manuellement sa carte de mouvement et les armes qu'il porte, c'est hyper laborieux. Et d'autre part, le triangle des armes, qui est principalement une mécanique dont vous tirez profit pour avoir des bonus de précision et d'esquive, en particulier en début de jeu. Par contre, pour le triangle des armes, moi je trouve ça a un intérêt de le retirer, mais c'est débile de limiter ça à un mode de difficulté. Il faudrait juste, dès que tu commences une run, imagine, je sais pas, tu finis le jeu une première fois, la seconde fois il te dit ok,
Tu veux le triangle des armes ou non? Tu peux jouer avec ou sans, du coup ça offrirait une expérience de jeu différente, c'est pas la même approche. C'est intéressant, mais ça là ça a été mal géré. Je ne trouve pas ça très pertinent d'augmenter artificiellement la difficulté en retirant de la lisibilité et de la richesse au gameplay, et c'est pourquoi je ne recommande pas ce mode difficile à qui que ce soit. Au bout du compte, on se retrouve donc avec un jeu qui paraît difficile. Vos unités meurent facilement, les chapitres sont longs, les boss de fin de jeu sont hyper bourrins, mais tout ça c'est de la poudre aux yeux. Et Raiden Dawn a en pratique un gameplay remarquablement moins stimulant que celui de tous les Fire Emblem qui l'ont précédé. À moins qu'on s'impose un certain nombre de contraintes issues de nos habitudes de jeu, mais pas très rationnelles, comme entraîner tous les membres de la brigade de loup. Bah voilà, encore une fois, bim, tu fonces dans le mur, t'as pas compris. T'as pas compris que justement le fait de s'imposer des objectifs secondaires, c'était vraiment ce qui rendait le jeu amusant. Mais que même au-delà de ça, le jeu de base est très solide. Il y a vraiment des maps qui sont extrêmement bien designés tels quels. Je pense à Tactique de Lofray, je pense à la map de la grotte avec Lucia, je pense à Elinicia's Gambit. Il y a vraiment plein de chapitres géniaux dans Radiant Dawn, même sans forcément t'imposer des malus, etc. Et le jeu, il encourage vraiment à tester des approches différentes, tester d'autres personnages. Il a vraiment une rejouabilité de dingue. Et je trouve vraiment, là, tu passes à côté, quoi. Tu dis, c'est un des Fire Emblem les plus pauvres de la série. Non, pas du tout. C'est un des meilleurs de la série. Ça m'étonne que tu puisses pas voir ça. De là à dire que Nintendo est arrivé à doubler le gameplay d'une énième série avec sa politique éditoriale pour la Wii sans même avoir besoin pour ça du motion gaming, il n'y a qu'un pas. Oserons-nous franchir, je me le demande. Mais le constat est là. Toutes les bonnes idées de map design et de mécanique de jeu reprises en grande partie de Path of Radiance sont polluées par des décisions qui leur retirent discrètement tout en jeu. Franchement, what the fuck, mec. Je comprends vraiment pas, là. T'as vraiment une obsession. T'es dans un tunnel, tu sais, hop. C'est la Wii, tu sais, c'est le motion gaming. C'est ça qui a pollué Radiant Dawn. En fait, ils voulaient que Radiant Dawn il soit jouable par des joueurs débutants, hein, c'est intolérable. Pour l'horreur, quasiment le nazisme. Surtout pas, hein, faut pas que ce soit grand public, surtout pas. Il faut que Fire Emblem, tu vois, ça reste une licence de niche, et j'espère d'ailleurs que Fire Emblem Awakening ne sortira jamais. Voilà, comme ça la licence elle va bien mourir, là on sera bien, comme ça personne ne jouera à ce jeu, hein. Ouais, c'est très important. Ici, on déteste Wii Sports. Hein. Voilà, Wii Sports, c'est non. Je ne jouerai pas au bowling. Hein. Je ne bougerai pas la Wiimote avec ma main. Hors de question. Hein. C'est pas dramatique, je préfère toujours jouer à Radiant Dawn qu'à un gacha sur mobile, croyez bien. On est toujours sur la base d'excellentes idées de l'univers de Fire Emblem, mais ces idées ont ici été un peu trop dévoyées à mon goût. Mais là, t'as rien prouvé du tout. T'as juste prouvé que oui, Radiant Dawn, il faisait attention à ce que les joueurs débutants soient pas complètement largués si jamais ils n'arrivent pas à bien jouer au jeu. En quoi c'est un problème? En quoi c'est un problème? Et là, encore une fois, là, tu recommences, tu te dis, après, je préfère ça que un énième jeu mobile. Voilà, un petit tacle à Fire Emblem Heroes. Bon, j'aime pas Fire Emblem Heroes non plus. Hein. Fire Emblem Heroes, ça a tué Fire Emblem Cypher. Donc voilà, c'est mon ennemi. Hein. Il est sur ma liste d'ennemis. Mais bon, là, clairement, c'est un tacle gratuit, quoi. C'est une balle perdue. Qu'est-ce que ça a à voir avec le couscous? Rien. C'est hors sujet, Fire Emblem Heroes, là. T'avais juste envie de tacler les joueurs de gacha et de jeux mobiles et dire franchement, Fire Emblem Heroes c'est bien de la merde. Hein. Allez hop, ça c'est fait. Suivant, prochain chapitre. Voilà, moi j'ai ma théorie, j'ai ma petite idée en tête. À mon avis, tu détestes la Wii pour les mêmes raisons que tu détestes Fire Emblem Heroes. En fait, tu détestes sûrement les jeux mobiles en général parce que tu n'aimes pas que les jeux mobiles. Que la Wii, ça a permis d'ouvrir le jeu vidéo à un public beaucoup plus large, à des non-gamers, on peut le dire, et que maintenant, voilà, le jeu vidéo, c'est plus juste un truc de niche pour les nerds, et maintenant, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément taffé tous les jeux, qui peuvent quand même dire, oui, bien sûr, je joue à des jeux vidéo. Je pense que c'est ça. Après, j'espère me tromper. Hein. Donc voilà, Jocelyne, tu poses ce téléphone tout de suite, tu ne joues pas à Candy Crush, c'est interdit. Pas de Candy Crush ici. Bon, soit. Mais il reste un aspect fondamental de ce jeu à discuter, son scénario. Pour remonter le niveau, il aurait intérêt à balancer du pâté. Mais là encore, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si vous vous souvenez, la dernière fois, dans le cas de Path of Radiance, je n'avais pas grand chose à dire sur son scénario, en bien ou en mal, parce qu'il était extrêmement simpliste et classique pour les Fire Emblem, et c'était plutôt le world building, les thématiques abordées, les personnages, les bonificatures qui portaient le jeu. Revenons rapidement sur ces éléments-là dans le cadre de Radiant Dawn. On est toujours sur le continent de Télius, quelques années après la fin du jeu précédent, et c'est l'occasion d'approfondir ce world building toujours excellent et d'explorer le passé de ce monde. Les thématiques du Path of Radiance sont poursuivies, et on y ajoute une nouvelle, qui est la légitimité du conflit armé au sens large. Et sans doute du fait du volume de trucs à raconter, l'écriture est un poil moins remarquable en anglais et absolument atroce en français, par critique du niveau enseignant sur français, ce qui est vraiment ensemble dans la difficulté. Bon, et là tu critiques la VF, tu dis ah oui, la version anglaise elle est bien mieux, je sais pas. Est-ce que t'es un bandeur états-unien ou ça se passe comment? Parce que moi j'ai vu les deux, c'est quasiment pareil, hein. Les scripts des versions européennes, il est massivement repris de la version anglaise du jeu. Il y a vraiment pas de souci. Par contre, un point que tu as omis, c'est que la version japonaise, elle a des différences au niveau du script.
En effet, parce que la version japonaise, en fait, il y a deux scripts. Il y a un script pour le mode normal, qui est un script simplifié, plus court, et un script pour les modes difficiles et maniaques, qui lui est beaucoup plus long, plus travaillé. Et en fait, dans nos versions européennes et la version US, le jeu a eu une petite adaptation. En fait, il n'y a qu'un seul script, et c'est un peu un entre-deux, tu sais, il est entre le script simplifié et le script complet, tu vois. Donc finalement, le scénario, nous, on en pâtit un peu, parce qu'on l'a pas aussi développé que la version hard japonaise, tu vois. Il y a quelques lignes de dialogue, quelques phrases qui sont passées à la trappe, et aussi on hérite des changements de scénario qu'il y avait déjà dans FE9. Par exemple, le Black Knight dans la version japonaise, il n'arrive pas à se téléporter complètement au château, donc en réalité Ike n'affronte que son armure et son âme, et pas son corps. Ouais, c'est assez bizarre, mais je te jure, c'est ça qui se passe. Et dans nos versions à nous, voilà, Black Knight il était affaibli par la poudre, et il a juste survécu à l'écroulement du château parce que c'est un giga Tchad, hein, voilà, tout simplement. Le Black Knight ne meurt pas, hein, il est intuable. Son seul point positif est le narrateur qui récapitule la situation au début de chaque chapitre, qui met une telle emphase dans tout ce qu'il dit qu'on ne peut que lui envoyer des lettres d'amour. L'armée principale de Baignon franchit de nouveau la frontière, mais Crimea ne fait rien pour lui barrer la route. Pour Valtom, cette absence de réaction signifie que Crimea capitule et qu'elle accepte de se plier aux exigences de Baignon. Mais t'aurais quand même pu préciser que c'était le seul Fire Emblem doublé en français, hein, parce que d'habitude c'est soit japonais, soit anglais, et c'est vraiment le seul Fire Emblem où quand tu avais le jeu en espagnol, t'avais les voix espagnoles, etc., etc. Donc c'est vraiment une petite spécificité propre à FE10, et ils ont pas recommencé après. Mais d'ailleurs après ils ont fait une grosse connerie, parce que dans Fire Emblem Fates et Fire Emblem Echoes, ils t'imposent les voix anglaises, voilà, donc c'est terrible. C'est encore pire que des voix françaises. Donc si tu veux jouer avec les voix japonaises à ces deux excellents titres, il te faudra une 3DS modée avec une ROM undub. Hein, voilà, c'est terrible. Pour les personnages, je suis plus mitigé puisque, comme on l'a dit plus haut, leur nombre et l'absence de conversation de soutien empêche le jeu de les caractériser correctement. Maintenant que ça c'est dit, revenons sur le scénario, parce qu'il est remarquablement plus ambitieux, mais aussi du coup remarquablement plus critiquable que celui du premier volet. L'idée générale va être de faire s'opposer entre eux des personnages qu'on a appris à apprécier parce qu'ils défendent chacun les intérêts de leur nation d'origine, avant d'unifier tout le monde contre une menace commune, mais l'exécution de cette bonne idée générale est par moments très fragile. On va se pencher en détail sur le plot partie par partie, et ça va évidemment spoiler tout ce qui a spoilé dans le jeu, donc si vous souhaitez rester dans votre nuance actuelle, je vous encourage à utiliser la barre de lecture bas d'écran pour vous catapulter directement à la conclusion de la vidéo. Pour ce qui est de la première partie, il se trouve que je n'ai que des louanges à lui faire. C'est une très bonne idée de se baser à Dain, le pays des méchants dans le jeu précédent, qui subit depuis le jour d'une occupation abusive de la part de la théocratie de Baignon, pour immédiatement apporter du recul par rapport au manichéisme assumé de la base Radiance. Les personnages qu'on suit, les membres de la brigade de l'aube, sont tous nouveaux avec Téton de Sauce, un personnage très secondaire de la base Radiance que la plupart des gens n'auront même pas utilisé, et qui est devenu sacrément badass entre temps. C'est lui qui fait le lien avec le jeu précédent, et il passe de temps en temps des petites références à Ike et à la guerre de libération de Crimea pour nous rassurer sur le fait que le jeu sait d'où il vient et où il va, parce que je rappelle quand même que Ike ne figure pas sur l'illustration de la boîte. La brigade de l'aube est embourbée dans une espèce de guerrier avec l'essence de passion de Baignon présenté comme un corrigible connard. Et au cours des 11 chapitres que dure cette première partie, on va les aider à libérer leur pays et placer sur son trône son héritier légitime, tout en recrutant au passage l'ancien personnage du neuf qui avait un lien avec Dain. L'apogée de cette logique serait quand on reçoit les inopinées du fameux chevalier noir, un des principaux antagonistes de la base Radiance qui était un général du terrain et qui est toujours aussi inarrêtable sur le champ de bataille. Cette campagne en 11 chapitres fait très bien le taf et constitue de mon point de vue la meilleure partie du jeu du point de vue de son scénario. Tout au plus, Micaiah est-elle un peu bof comme nouveau personnage principal. Les seuls éléments de caractérisation qu'on a sur elle sont qu'elle est très dévouée à Dain, à son peuple et à son roi, mais on ne sait jamais vraiment d'où vient ce nationalisme extrême, et qu'elle a des pouvoirs mystiques, donc des prémonitions qui permettent à la brigade de l'aube de lutter contre des forces qui les dépassent, et qui viennent vraisemblablement de son ascendance laguse, rendu manifeste par la marque que portent tous les attributs de l'union des deux peuples. Elle n'est pas particulièrement reliée aux principales thématiques de l'histoire, elle a par exemple rien à dire quant au fait que son pays qu'elle aime tant est le plus exagérément raciste du continent, elle ne défend pas spécialement des valeurs, et par conséquent elle n'a pas vraiment de point d'accroche avec le joueur, ce qui va vite devenir un problème plus tard. Bon bah voilà, Bouboul il a pas compris Micaiah, c'est pas grave. Alors je vais t'expliquer, Micaiah en fait c'est un personnage qui est fondamentalement égoïste, en fait. On peut croire que finalement sa bonté, le fait qu'elle ait ce pouvoir de sacrifice pour soigner, etc., ça soit un parallèle à sa personnalité, mais c'est pas du tout le cas. En fait, la raison pour laquelle Micaiah est si patriote, c'est parce que justement, elle fait partie des marqués, donc elle a toujours été rejetée, toute sa vie elle a été rejetée par les Lagus, elle a dû fuir un peu les humains. Et là, après toutes ces années, car Micaiah elle est très vieille, tu sais, elle vit de nombreuses années, elle a enfin trouvé une famille, elle a trouvé Sot, elle a trouvé la brigade de l'Aube, et elle a enfin cette famille à Dain, et c'est pour ça qu'elle est aussi déterre à libérer Dain, c'est finalement pour libérer ses amis, garder cette famille et pouvoir vivre sa vie heureuse à Dain avec enfin des gens qui l'acceptent. Donc en fait, le fait qu'elle soit aussi impliquée, ça vient finalement d'un sentiment égoïste de sa part. D'ailleurs, elle en paie après des conséquences car elle va s'attacher à de nouveaux personnages, elle va s'attacher à Neila, à Raphaël, à Péléas, et donc justement le fait de toujours vouloir garder ses amis auprès d'elle, ça va être monnaie de chantage. Donc quand Péléas il va se faire manipuler par le 15, ça va pousser Micaiah à prendre des décisions qui lui déplaisent, mais dans lesquelles elle sera un peu emprisonnée, elle n'aura pas d'autre choix. Et idem, on peut voir un moment Tibarn pour faire replier Micaiah, il menace voilà, de tuer Sos. Donc, voilà. Donc ses alliés, finalement, ça devient sa faiblesse, et c'est finalement ce sentiment égoïste se retourne contre elle. Donc c'est vraiment un personnage
un peu plus intéressant qu'il n'a l'air au premier abord. Alors vu qu'on est en territoire de spoiler, je peux me lâcher. Je trouve Micaiah, c'est un personnage pas parfait, mais quand même assez sympathique, qui évolue bien au cours de l'histoire. Au début, elle est très jalouse de Hyde parce que voilà, elle aimerait que tout l'amour et l'admiration de Sos lui reviennent parce que elle se considère comme la personne la plus proche de lui. Et finalement, quand elle rencontre Ike, elle comprend que c'est un commandant de génie, que c'est quelqu'un de fondamentalement bon, courageux, et elle comprend pourquoi Sot l'admire. Ensuite, on découvre son héritage, on apprend qu'elle descend de l'Eran, qu'elle est la sœur de Sanaki, et tout ça, ça vient vraiment ajouter une crédibilité à ce personnage qui, au début, est très mystérieux, et au fur et à mesure, on apprend à la connaître, et je trouve que c'est une bonne approche. Après, c'est vrai que sa présence est un peu effacée en fin de jeu, car il y a le personnage de Yoon qui a une place vraiment essentielle dans l'histoire et qui a beaucoup de lignes de dialogue. Et à chaque fois que Yoon parle, c'est au travers de Micaiah. Voilà, Micaiah c'est son hôte. Donc à chaque fois que Yoon doit prendre la parole ou être présente on-screen, on va dire, voilà, comme au cinéma, Micaiah, elle est dans sa loge. Hein, voilà, elle fait la sieste. Donc ça fait que beaucoup de lignes de dialogue. En fait, on peut pas avoir une interaction où Yoon, Micaiah et Ike parlent en même temps. Souvent, c'est juste une qui dit voilà, Micaiah pense ça. Point. Voilà. C'est peut-être le seul petit défaut, c'est que vraiment sur la fin, Micaiah se fait un petit peu effacer parce que ce qui domine vraiment, c'est surtout le duo Ike et Yoon. Partie 2, les problèmes commencent. Cette partie plus courte que la première, de seulement 5 chapitres, dont un prologue où il ne se passe pas grand chose, se déroule à Crimea qui a retrouvé sa souveraineté après la fin du jeu précédent sous le règne de la nouvelle reine Initia. On y dirige justement Initia et sa chevalerie royale, constituée exclusivement de personnages de Path of Radiance, aucune nouvelle recrue à découvrir et à entraîner, ce qui serait dommage, la partie était plus longue. En l'état, avec si peu de chapitres, il n'y aurait pas eu la place de développer correctement de nouveaux personnages qui seraient allés rejoindre la décharge des anonymes avec Vika, Kisha et autres Laura. Ah non, maintenant que je regarde la liste des personnages, il y en a un nouveau, Heather la voleuse, dont le seul élément de caractérisation est qu'elle est en proche sur Nefeni, et qui rejoint effectivement la décharge des anonymes plus vite qu'elle est arrivée. Bien joué, jeu. Bon, là, ce que tu viens de dire, je trouve ça assez réducteur pour le personnage de Heather. Alors, elle n'est pas juste en crush sur Nefeni, hein. Faut savoir que la raison pour laquelle elle vole, la raison pour laquelle c'est une voleuse, c'est pour avoir de l'argent afin de pouvoir payer des soins médicaux à sa mère. Voilà, pouvoir payer les médicaments, les médecins. Et voilà, c'est d'ailleurs elle n'a pas qu'un crush sur Nefeni, elle aime bien les femmes en général. C'est aussi un trait de personnalité. D'ailleurs, elle a une conversation avec Iliana en base. Et aussi, globalement, elle n'aime pas trop les hommes, du moins elle s'en méfie. Elle a tendance à les manipuler afin d'atteindre ses objectifs. Voilà. Et sauf c'était un personnage un peu d'avant-garde, voilà, c'était une féministe avant l'heure. Et moi, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Donc juste la réduire à une meuf qui a un crush sur Nefeni, c'est pas terrible. L'enjeu de cette partie est que Initia fait face à une fronde de la part des nobles de son propre pays qui dégénère en soulèvement puis en guerre civile. Et il faut qu'elle montre qu'elle a les balls de se saisir pour garder sa position. Ce qui est bien, c'est que ça continue la critique acide des élites qu'il y avait dans Path of Radiance, en montrant que même à Crimea, le pays des gentils, les aristos sont principalement des connards qui veulent prendre le pouvoir. Le gros problème, c'est que pour amplifier la gravité de la situation et créer du drama, le jeu essaye très fort de nous convaincre qu'il ne s'agit pas juste d'une tentative de coup d'état de la part d'une poignée de nobles, mais bien d'un soulèvement populaire, aiguillonné par les nobles en question. C'est toute l'idée du chapitre 1 où Brom et Nefeni se retrouvent à prendre les armes contre leurs propres voisins qui sont prêts à marcher sur le château avec des torches et des fourches. Et ce serait formidablement tragique et engageant si ça n'avait pas absolument aucun sens. La fin de Path of Radiance était ouvertement et textuellement très optimiste pour l'avenir du règne d'Initia, et pour de bonnes raisons. Elle venait de libérer son pays d'une occupation violente et injuste en menant elle-même son armée sur le champ de bataille. Elle était l'unique héritière légitime du trône et mine de rien ça compte dans une monarchie. Son alliance diplomatique avec les Lagus de Gallia avait permis de reconstruire le pays avec des enlevés, et il était clair pour tout le monde qu'elle allait être une reine juste et soucieuse du bien-être de son peuple, comme était d'ailleurs son père avant elle. Alors que lui reproche-t-on 3 ans plus tard dans Radiant Dawn de ne pas avoir occupé d'un après l'avoir vaincu. C'est tout. C'est vraiment tout. J'ai relu tout le script de la deuxième partie pour être sûr, mais il n'y a pas de meilleure justification donnée pour lancer ce qui est quand même qualifié de révolution. De la part d'une population qui, dans le jeu précédent, nous expliquait qu'elle s'en fiche pas mal de qui elle s'est fait sur le trône, tant qu'on les empêchera de vivre leur petite vie dans leur coin. Ça n'a aucune cohérence, ni aucune crédibilité. Si les peuples pouvaient se soulever pour si peu, ça ferait bien longtemps qu'on serait, nous, débarrassés de notre propre aristocratie corrompue. Bon ben, encore une fois, je pense que tu n'as pas compris. Donc c'est reparti, on t'explique. En fait, dans la partie 2, on apprend qu'un groupe de nobles de Crimea cherche à renverser le pouvoir en place. Et ils font ça en blâmant la politique d'Initia. Mais je pense que si tu avais un peu de connaissances en histoire et en géopolitique, tu te rendrais bien vite compte que ce n'est pas du tout étonnant que cela cause un soulèvement populaire. Pourquoi ? Plusieurs raisons. Tout d'abord parce que dans Fire Emblem 9, Initia elle est décrite comme la princesse cachée. Son existence est tenue secret vis-à-vis du peuple. Et il y a toute la question de la légitimité d'Initia qui vient se poser, car les gens doutent de ses origines. En gros, ça pourrait être un imposteur, on ne sait pas si c'est vraiment une noble, si c'est vraiment la fille du roi. Vu que ça a été tenu secret, il y a le doute au sein du peuple, qui demande juste à s'enflammer. Et donc, ils ne la connaissent que depuis 3 ans, elle n'est reine que depuis 3 ans. Et en plus, le frère du roi, Reining, lui, est porté disparu après la guerre, donc il est présumé mort.
Donc toute la légitimité en tant que souveraine est remise en question, justement parce que le peuple doute de sa noblesse. Ça c'est vraiment un peu une critique de la monarchie, c'est vraiment s'il n'est pas de sang noble, ce n'est peut-être pas vraiment une héritière digne. Ensuite c'est là que ça colle un peu plus au réel, c'est là où je trouve vraiment que l'écriture de Fire Emblem 10 est vraiment très intelligente. En fait ils ont compris que les dominants, les aristocrates comme tu les appelles, pour récupérer le pouvoir, vont blâmer Elincia afin de retourner le peuple contre elle, en la diffamant notamment. Donc pour ne pas avoir occupé d'un après la victoire de Crimea, l'avoir laissé à Baignan, mais aussi pour avoir accepté l'aide de Gallia. Il faut savoir que les Criméens eux-mêmes étaient assez racistes envers les Laguses dans l'opus précédent, hein, il faut pas se le cacher. C'est pas en 3 ans que les mentalités changent globalement, hein, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. D'autant plus qu'ils ont été occupés pendant longtemps par Dain, qui lui aussi est un pays très raciste. Donc cela a sûrement dû entretenir cette culture. Et en plus, Elincia, au cours du jeu précédent, a anobli Ike, un roturier, ce qui plaît pas trop, hein, voilà, c'est pas trop dans les mœurs. Donc quand Elincia, si on devait la politiser, si tu veux, elle serait plutôt dans une politique sociale, qui prône l'égalité des chances, qui prône une meilleure répartition des richesses, l'élévation sociale, qui est pour l'antiracisme, pour l'égalité entre paysans, nobles, laguses, voilà. Donc elle tient vraiment à faire bouger les choses, elle va essayer de changer le pays en profondeur, et généralement ça va aussi dans notre monde malheureusement, quand on essaie de faire changer les mentalités, de bouger tous les vieux meubles, ça fait grincer des dents les élites. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont manipuler le peuple pour le faire convaincre que finalement ce qu'ils font contre leurs intérêts, au fond c'est juste pour maintenir leur pouvoir, c'est justement dans leurs intérêts. Voilà. Donc c'est des arguments très simples, c'est tout simplement renvoyer et dire c'était mieux avant. Donc si je te prends un exemple en politique française, la stratégie ce serait par exemple de dire oui, voilà, moi je suis le seul candidat bon pour vous, je ne vous trahirai pas, moi j'ai les intérêts du pays comme seul objectif, regardez notre société, c'est une société décadente, tout part en couille, c'était mieux avant, les valeurs se perdent. Voilà. Je pense, tu l'as sûrement déjà entendu, c'est rien de nouveau. Et dans le cas d'Elincia, elle fait d'un roturier un héros, un noble. Donc qu'est-ce qui se passe en fait Et donc t'as un élan conservateur qui va se lancer à Crimea. Et c'est comme quand le Z il dit Le seul candidat qui se soucie de la fin de la France, c'est moi. Et je pense que les Français aussi s'en soucient. Et que, je vais vous dire mieux, que le jour où la France disparaîtra, les fins du mois seront beaucoup plus difficiles qu'avant. donc ou alors je sais pas, plus récemment quand certains ministres se rendent à une manifestation contre les violences policières, voilà, si on parle de sujets d'actualité, la Macronie va les accuser de ne pas être dans le cadre républicain. Voilà. Ils vont dire ah, c'est pas les valeurs républicaines, c'est n'importe quoi, blablabla. Donc on va tout de suite mettre un stop pour éviter le progrès. Hein. Surtout pas, surtout ne changez rien. Quand vos députés rejettent tout appel au calme, vous sortez du champ républicain. Quand une de vos députées affirme que la fin justifie les moyens, vous sortez du champ républicain. Donc là c'est pareil. C'est comme je te l'ai dit, pendant longtemps, Crimea, même si Gallia c'était son allié, a longtemps été un pays assez raciste envers les Laguses. Donc tu vois, il les appelait sous-humains, etc. Plus le fait, comme je t'ai dit, que Elincia était une inconnue, tous ces facteurs font que, oui, le peuple se dit, ah, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il nous faudrait un autre souverain plus légitime, un peu plus conservateur, un peu plus, oserais-je dire, un peu plus à droite. Et oui. D'ailleurs, ça ne rate pas. On voit que l'antagoniste de cette partie, Ludwig, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des émissaires dans les villages pour dire, voilà, Elincia, c'est une mauvaise reine. Ce qu'il vous faut, c'est plutôt un roi à la hauteur du pays, un roi comme moi. Voilà. Ludwig, moi je suis noble, moi Dain, je l'aurais fumé, ça aurait été... Dain, maintenant, ça serait Crimea, tu vois. Donc voilà. C'est vraiment... Il veut donner cette image de souverain fort, un peu pour renvoyer finalement dans une monarchie autoritaire.
D'ailleurs, à un moment, il y a même un dialogue au cours du jeu où ils disent finalement l'occupation d'Alain c'était peut-être pas si mal parce qu'au moins c'était des Béorques comme nous. Voilà, c'était pas des Lagus, hein, c'était pas des sous-humains. Moi, ça m'amuse un peu, ça me rappelle un peu comme après l'occupation allemande où les gens ils disent bon, c'était pas terrible, mais bon, c'était quand même des blancs européens. C'est mieux que ce qui se passe maintenant, hein. Finalement, Vichy, c'était pas si mal. Un peu de nostalgie, s'il vous plaît. Soyez nostalgiques. Et donc là, c'est exactement pareil. C'est une petite minorité qui va créer des émeutes et rouler boulet. Au fur et à mesure, les mentalités repartent en arrière, le peuple se soulève, veut renverser la reine en place. Et il faut quelques héros comme Braum, Nefeni, les mercenaires de Grail, pour mettre quelques claques, taper un peu, dire non mais tu te rends compte de ce que tu dis là, pour que les consciences finalement se réveillent à nouveau. Sinon, on repart en plein dans une monarchie autoritaire, avec des hommes d'ambition qui, au fond, n'en ont rien à faire du peuple, et veulent juste reprendre le pouvoir et récupérer les avantages qu'ils avaient. Donc, toutes ces histoires de pouvoir et de géopolitique, je trouve, sont assez bien amenées, et pour ça, le scénario de Fire Emblem 10 est assez bien écrit. Donc, ils ont plutôt bien compris le réel, ils ont bien réussi leur coup. Donc, je suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis que c'est incohérent, ou que ça ne tient pas debout. Au contraire, je trouve que c'est très bien fait. Ça aurait même été idéaliste de penser que c'était aussi facile de juste dire ok, c'est la fin du jeu, tout est beau, tout est gentil, tout le monde est copain, plus personne n'est raciste à Crimea, il n'y a pas de problème, et tout le monde sera du côté de Galia pendant la guerre. Non, non, non. Justement, le pays il est divisé, il est déchiré, c'est beaucoup plus ambigu, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme approche du scénario. On n'est pas juste à 100% du côté de Baignon ou de Galia, il y a des divisions au sein du pays, tout simplement. Surtout que Elincia, ça devient vraiment un personnage extrêmement bien écrit dans Fire Emblem 10, où elle doit vraiment assumer sa position pacifiste, et on voit que finalement, rester neutre, c'est le choix le plus difficile. C'est plus dur de rester neutre que de juste prendre parti. Donc au cœur de ce conflit, elle tient vraiment à ne pas prendre parti, et elle va en payer les conséquences. C'est-à-dire que Galia vont voir Crimea finalement comme un traître, ils vont dire ah, Crimea finalement ne prend pas parti pour nous, ils ne montrent aucune reconnaissance envers Galia, c'est sûrement parce qu'ils sont encore racistes envers les Lagus, c'est n'importe quoi. Et de l'autre côté, Baignon, sauf quelques généraux, comme tu dis, comme Zelgius, qui vont respecter la décision d'Elintia, ils vont dire bah, sale faible, c'est pas grave, on va te traverser. On va te traverser comme la Belgique pendant la guerre, tu vois. C'est exactement ça qui se passe. C'est voilà, vous êtes neutre. En fait, vous êtes neutre parce que vous êtes faible. Et dans l'histoire, on dit toujours c'est la guerre qui révèle qui sont les héros et qui sont les salauds. Et donc là, on peut voir Valtom, c'est le salaud. Il ne respecte pas le fait que Crimea souhaite rester neutre. Et à côté, il y a les héros comme Zelgius qui lui a quand même l'honneur de respecter la décision de la souveraine de Crimea. Bref, le conflit de cette deuxième partie est totalement artificiel, et ça ne va pas aller en s'améliorant. Ajoutons à ça que cette partie est vraiment courte, les enjeux sont résolus alors qu'ils ont à peine été posés, et on a là la partie la plus oubliable du jeu. Au moins elle se termine sur une très bonne note. Après un chapitre de défense complexe et très tendu, la situation est résolue par l'intervention des mercenaires de Grail, menés par Ike, dans une formidable cinématique. Peu de jeux envisagent de garder en réserve leur personnage principal pendant une quinzaine d'heures pour le mettre d'autant plus en valeur quand il sort en fin de journée. Et c'est sans conteste un grand moment de Radiant 2. Dès le début de la partie 3, on prend le contrôle de Ike et de son groupe de mercenaires qui vont entreprendre d'aider Galia dans leur invasion de Baignon. Croyez-le ou non, ce conflit-là est encore moins bien justifié que dans la partie précédente. Il faut même être très attentif pour ne pas rater la justification donnée. Les peuples Lagus envoient un émissaire au Sénat de Baignon pour exiger des explications sur le massacre de Cévenès, émissaire qui est exécuté, donc hop, c'est la guerre. Quand bien même ce serait une raison suffisante pour déclencher une invasion qui va faire des milliers et des milliers de victimes dans les deux camps, y compris et surtout parmi la population civile de Baignon, Ike, Ranulf et Kendis savent depuis la fin de Path of Radiance que quelqu'un cherche à provoquer une guerre mondiale en réveillant le dieu du chaos entamé dans Fire Emblem, et qu'il faut éviter ça. Ike en particulier est incompréhensiblement pas cohérent avec son propre personnage de Path of Radiance, plus étroit d'esprit et brutal, et paraît complètement con à participer à cette guerre plutôt que chercher une solution diplomatique, ou encore mieux à prendre ses mercenaires pour aller faire une mission commando dans la capitale de Baignon et dégommer les sénateurs qui sont très clairement les seuls enfoirés de cette histoire. Tel quel, Ike et ses alliés sont ceux qui commettent l'acte d'invasion et sont donc très difficiles à soutenir. Bon allez, c'est reparti, j'ai envie de vous dire, c'est reparti. Alors, non, non, non. En fait, la guerre entre Baignon et Galia, enfin plutôt entre Baignon et l'Alliance Lagus, elle a beaucoup de sens, en effet, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que l'émissaire, comme tu dis, envoyé à Baignon pour justifier le génocide des hérons dans la forêt de Cérène, se fait tuer, ce qui est absolument une raison valable de partir en guerre, et parce que Baignon a bien l'intention de rouler sur Galia. Hein, voilà, clairement,
C'était ça le message, c'était on tue l'émissaire, les prochains, c'est vous. Donc ce que fait Gallia finalement, c'est plus se défendre, tout simplement défendre aussi les intérêts des Lagus en général, parce que quand même, comme je t'ai dit, le génocide des Hérons, c'était une dinguerie dans l'histoire de Tellius, et le fait que les politiques de Baignon refusent de reconnaître ce crime contre l'humanité, hein, ce crime atroce, c'est vraiment une raison suffisante pour entrer en conflit. Et la raison pour laquelle Ike accepte de rejoindre Gallia, ben déjà c'est parce que ses alliés de Baignon, pardon, sont injoignables. Donc Sanaki et Sephiran sont portés disparus, on ne sait pas où ils sont. Or c'était les seules têtes pensantes, les seules personnes bienveillantes que connaissait Ike à Baignon, et ils ne sont plus là. Et aussi parce que, évidemment, les Lagus sont les amis de Ike, d'autant plus que Ike est plus ou moins un citoyen gallien, vu qu'il est né à Gallia. Donc il a deux patries, hein, la patrie où il est né, Gallia, et la patrie où il a grandi, Crimea. Voilà. Et concernant le médaillon, ben en fait, la casse est un peu limitée par le fait que c'est pas tout le continent qui entre vraiment en guerre, c'est vraiment une guerre un peu localisée entre Baignon et l'Alliance Laguse, sachant que Crimea veut rester neutre. Et en fait, après que la guerre se déclare, oui, Dan décide de rejoindre Baignon, mais quand la guerre commence, ce n'est pas le cas. Donc ça aurait pas été un conflit général. C'est juste qu'après, Léquin manipule justement Péléas pour pousser Dan à s'engager dans le conflit du côté de Baignon. Et c'est là que ça devient un conflit de grande envergure. Or, il est déjà lancé, donc il est trop tard pour l'arrêter. Donc non, Ike et Ranulf ne sont pas complètement cons, Kennegis non plus, c'est juste... voilà, pas de chance, oups. Et non, Ike et son groupe peuvent pas juste dire allez, on va tuer tous les sénateurs, hop hop hop, on fait tomber les têtes, après c'est fini. Déjà parce que tu tues un sénateur, ça fait que... ça ne fera que amplifier le conflit. Et surtout, c'est impossible, parce que certains sénateurs comme Lécain, toutes les têtes pensantes du mouvement sont littéralement intouchables, déjà parce qu'ils sont trop gardés. Par exemple, Valtom, il est gardé par Zelgius, il faut passer Zelgius, ça c'est pas évident. Lécain, il peut se téléporter comme il le souhaite, donc il est plus ou moins jamais au même endroit au même moment, il est intouchable, quoi. Et aussi, on voit que les sénateurs, ils essaient vraiment de leur côté de faire un petit coup d'état, de renverser l'impératrice Senaki et ses conseillers. Et voilà, c'est le plot de FE10, tout simplement. D'ailleurs, ils sont pas si bêtes les Lagus, parce qu'ils ont bien compris que le moyen de finir cette guerre le plus rapidement, c'était de traverser le continent et d'aller au siège de Baignon et de demander des explications et gagner le droit finalement de parler à l'impératrice qui, justement, à ce moment est portée disparue et on se demande bien pourquoi, c'est quand même très suspect. Et aussi, tu dis oui, les sénateurs, ce sont les seuls connards dans cette histoire. Bah pas vraiment en vrai, parce que regarde par exemple dans la partie 1, l'antagoniste c'est Jarod, qui est juste un général de Baignon, donc on peut voir qu'il y a quand même, au-delà des sénateurs, une force armée. Toute l'armée de Baignon est problématique si tu veux. Et même si dans les armées de Baignon, il y a plein de soldats qui sont un peu enrôlés de force, qui sont quand même menés par bon nombre de généraux et de sénateurs qui, eux, ont des intérêts... hein. On se comprend. Et d'ailleurs, c'était teasé dans Fire Emblem 9. Il y a deux choses qui étaient teasées, c'était le fait que l'anoblissement de Ike allait poser des problèmes, et c'est le cas. C'est une des causes de la guerre civile à Crimea. Et que les sénateurs de Baignon étaient dangereux, sauf que malheureusement, vu que le pouvoir est partagé entre les sénateurs et que c'est pas l'impératrice qui a les pleins pouvoirs, elle ne peut pas décider de tout. Et c'est pour ça qu'à Baignon, il y avait des trafics de la guse, donc de l'esclavagisme, plein de problèmes. Et cette cruauté, elle se retrouve aussi dans l'occupation de Dain, qui est très violente, et ce meurtre de l'émissaire envoyé par les Laguses à Baignon, pour juste demander au pays de Baignon de reconnaître ses responsabilités dans le massacre de Sérène. Initialement, cette invasion se déroule bien, et pendant les premiers chapitres de la partie 3, tout roule. L'intervention du général Zelgius de Baignon, extrêmement compétent et introduit d'ailleurs discrètement dans la base Imperius, rééquilibre la situation et met un frein à l'avancée de l'armée d'invasion.
C'est alors qu'intervient l'armée de Dain, menée par Micaiah, qui vient en renfort de Bénion pour prendre l'église à revers. Le nouveau roi de Dain depuis la fin de la partie 1, Pélias, refuse d'expliquer pourquoi maintenant que Dain a retrouvé sa souveraineté, il engage ses forces militaires pour soutenir Bénion. Et là, tous les personnages de la Brigade de l'Aube se contorsionnent pour rendre possible ce conflit hallucinant avec les mercenaires de Grail. Micaiah qui vient de se battre pendant 11 chapitres pour l'indépendance de son pays et qui part faire les quêtes de Bénion juste parce que Pélias est milieu de Sauce qui râle mais qui la suit parce qu'il veut la protéger, mais franchement, quand la perspective c'est de s'opposer à Motherfucking Ike, la meilleure manière de la protéger c'est de l'assommer et partir avec elle dans les bois, et Sauce le sait très bien. Tous les autres personnages de la Brigade de l'Aube qui viennent de Path of Radiance et qui devraient eux aussi avoir bien plus de présence d'esprit que ça, y compris des situations délirantes comme Ziar qui va tranquille tuer des brouettes de Laguz alors que dans Path of Radiance on le recrutait justement parce qu'il ne voulait pas faire de mal aux Laguz, Meg qui se retrouve sans aucune bonne raison sur un champ de bataille en face de Brom, son propre père, et Jill qui chie complètement sur son développement de personnage du précédent en retournant massacrer des Laguz pour ses supérieurs sans se poser de questions. Bon, là, tu dis oui, Ziark et Jill, ils se posent pas de questions. Au contraire, ils se posent des questions. Et justement, c'est une mécanique. C'est juste que, voilà, comme ces personnages étaient là dans la partie 1, évidemment, il fallait les garder du côté de Micaiah, mais tu peux totalement les faire vriller. Tu peux les faire passer de l'autre côté. C'est très simple avec Ziark, il suffit de lui parler avec Iliana si tu as un soutien entre Iliana et Ziark de POR. Et paf, Ziar qui passe dans l'armée de Ike. Et c'est pareil pour Jill, hein, si tu lui parles avec Har lui dit tu fais n'importe quoi, arrête. Et Jill elle fait ah ouais, c'est vrai. Hop, et elle repasse de l'autre côté. Donc il faut pas dire oui, leur développement de personnage est complètement bafoué, car c'est juste pas vrai. On voit vraiment qu'ils sont sur la ligne et qu'à tout moment ils basculent de l'autre côté et que c'est vraiment juste par fidélité à Micaiah avec qui ils ont fait équipe pendant toute la partie 1, qu'ils restent du côté de Dain. Ike et surtout son stratège Soren, qui ne pouvait pas prévoir des faibles écritures, sont pris de court à ce revirement et donc l'armée Laguz bat en retraite vers leur pays. Les chefs de Bénion, plus manichéens fumeurs, passent par Crimea pour les poursuivre en Gallia et multiplient les provocations et les crimes de guerre puisque ce sont des méchants Disney qui risquent pour sortir la moustache, ou pire, sont efféminés, et ça signe le retour dans l'intrigue d'Elyncia et sa chevalière d'Orient. Coincé entre son allégeance à Bénion et son alliance à Gallia, entre son devoir et ses principes, ce qui est vachement bien, Elyncia essaye de désamorcer le conflit avec le geste fort de déposer son épée au milieu du champ de bataille. Ça marche sur Tibarn et Zelgius, qui sont des personnages, mais pas sur le sénateur Valtom, qui est un plot device, et qui se retourne du coup contre Zelgius qui était le seul personnage sympathique du côté de Bénion. La situation est résolue par l'intervention providentielle de l'apôtre Senaki avec sa garde sacrée, conseil à être quelqu'un de bien depuis Path of Radiance. Du coup, les sénateurs qui mènent l'armée de Bénion n'ont plus ni légitimité, ni général compétent, maintenant que Zelgius ne leur obéit plus. Et ce serait vite fini si Ike et l'alliance Laguz marchaient simplement sur les de Bénion. Mais le jeu a très envie de nous mettre dans ces situations bien juteuses où les personnages qu'on apprécie sont opposés les uns aux autres sur le champ de bataille, donc on va déjà passer par Dain et être à nouveau confronté à la Brigade de l'Aube. La bonne idée ici est de nous faire jouer les deux chapitres suivants du point de vue des personnages de Dain, qui sont largement surclassés tant dans leur motivation qu'en termes de gameplay. Ce qui devient très clair quand on doit défendre pendant tout tour le château de Dain contre le mercenaire de Grail, mené par un Ike qui one-shot toutes nos unités, mais franchement la non-crédibilité de la situation atteint un niveau absolument insoutenable. On apprend au début de cette section la raison de l'implication de Dain dans ce conflit. Au moment de son intronisation, le roi Pélias a signé par une alliance un pacte de sang avec les sénateurs de Bénion, qui le force à leur obéir sous peine de voir son peuple lentement décimé par magie. L'existence même des pactes de sang dans cet univers est probablement le point le plus universellement critiqué du scénario. Et à raison parce que c'est la définition même du plot device bien pratique pour justifier un conflit entre des personnages pourtant tous présentés de manière positive. Que tant d'événements tragiques découlent du fait que Pélias a signé un contrat sans lien avec les lignes dans une scène qui n'est même pas montrée aux joueurs, confine en ridicule. Et ça une grande partie de l'investissement émotionnel qu'on aurait pu avoir dans cette partie 3, si les affrontements entre les deux groupes de protagonistes étaient motivés par des idéologies ou des intérêts politiques divers. Et le comportement des personnages ne fait qu'exacerber ces défauts d'écriture. Plutôt que d'expliquer le problème à Ike et de réfléchir à une solution commune, Micaiah se lance dans une résistance obstinée et désespérée, dont la plus sombre est celle où elle ordonne de verser de l'huile inflammable sur l'armée Laguz pendant qu'elle traverse un défilé, d'y mettre le feu et de crier des flèches ou des Pégases qui essaient de s'échapper. Comportement qui me rend décidément extrêmement antipathique, et tout le long le joueur minimum sensé est là à secouer la tête d'incompréhension en répétant mais arrêtez, mais vous êtes tous cons. Il y a mille autres moyens de sortir de cette situation. Le siège de la capitale de Dain est interrompu par l'arrivée du prince des dragons, qui en profite pour rappeler que la guerre va réveiller du chaos ramène Fire Emblem et qu'il faut arrêter, et il a bien raison. Ce à quoi Micaiah répond. Ike lui répond. C'est pas moi qui ai commencé. Et le conflit reprend. C'est parfaitement délirant. Alors ce chapitre est un grand moment de narration gameplay, avec une musique phénoménale, un compteur qui augmente à chaque fois qu'une unité meurt sur le champ de bataille, et des cinématiques à chaque palier de 10 secondes pour montrer le réveil en live de celui du chaos. Mais mon dieu, le forcing et les raccourcis qui sont pris pour arriver à cette situation. Donc paf, réveil simultané de la déesse du chaos Yune, enfermée dans le médaillon, et de la déesse de l'ordre Ashirin, qui dormait au sommet de la tour sacrée dans l'hôpital de Bénion. Voyant que c'est la guerre partout, Ashirin tape du poing sur la table et pétrifie tous les êtres vivants du monde. Sauf les personnages importants de cette histoire prétendent parce qu'ils sont suffisamment forts pour les ajuster. Même Fiona qui pourtant ne résiste déjà pas à un moucheron qui est. Du coup c'est l'autre déesse, celle du chaos, qui en fait n'était pas particulièrement maléfique, qui va rassembler les rescapés qui cette fois n'ont vraiment plus de bonne raison de s'échapper, et les mener vers la tour sacrée pour botter le cul à la déesse de l'ordre, et dépétrifier le reste du monde. Et vous savez quoi? J'apprécie beaucoup ce twist. Que l'ordre soit remis en question en tant que valeur suprême, et que le message du jeu soit de reconnaître l'importance du conflit, du changement et du chaos qui en découle, pour faire avancer l'espèce humaine et triompher certains idéaux sur d'autres. J'aime beaucoup ça pour plusieurs raisons. D'une part parce que ça montre qu'en 2010 à la sortie du jeu, les scénaristes japonais étaient prêts à dépasser le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et la catastrophe de Hiroshima, qui ont résulté en une vision de la guerre très tranchée dans les œuvres japonaises de la seconde moitié du XXe siècle. La guerre c'est un fléau à éviter à tout prix. Ben oui, mais des fois c'est pas aussi simple que ça, et il y a des causes qui méritent l'émergence d'un conflit. Deuxièmement, parce que c'est un message qui se marie très bien avec le gameplay et la RPG tactique. Dans Fire Emblem, les points de scénario majeurs sont apportés par les actions militaires du joueur, et c'est toujours un peu malvenu de prétendre que la guerre c'est mal, quand à chaque fois c'est en faisant la guerre qu'on sauve le monde. Troisièmement, parce que ce message relève d'une vision politique que j'approuve, et qui s'inscrit bien dans la continuité de ce que développait Path of Radiance. L'ordre, c'est une valeur conservatrice, qui profite surtout, si ce n'est exclusivement, aux groupes sociaux qui sont dans des positions dominantes. Historiquement, les mouvements sociaux et les révolutions sont toujours passés par du conflit, par du désordre, par de la violence, et diaboliser tout ça, c'est le meilleur moyen de s'assurer que jamais rien ne change. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. La partie 4 après ça est un peu du filler. On va rassembler les pistes scénaristiques éparpillées par terre pour du jeu, et affronter tout ce que t'illustres comme personnage puissant et important encore en vie. Les sénateurs, le chevalier noir, le roi dragon, le premier ministre Sephiroth Bénion, et enfin la déesse Ashirin elle-même dans un combat pour l'indépendance de l'espèce humaine vis-à-vis des divinités, qui fait définitivement de ce diptyque un triple A. Le jeu trouve même le moyen de encore mal justifier ces conflits, puisque tout le long on affronte une armée d'élus de la déesse qui sortent de nulle part, sont débilement forts et sont juste là pour fournir du gameplay. On comprend finalement que c'était Sephiroth qui était derrière les événements du jeu, et on va se contenter de remarquer que Radiant parvient également à accorder tout ça à la problématique du racisme. Parce que c'est le constat de ce racisme généralisé et séculaire, culminant sur le massacre de Serenes, qui a mis en branle les plans de Sephiroth pour réveiller les deux déesses et soumettre à leur jugement. Et ça aussi, j'apprécie. Pour conclure, Radiant Dawn a un scénario ambitieux, bien plus complexe que celui de Path of Radiance et qui brasse des thématiques fortes, avec une vraie volonté de bien faire. Mais d'un autre côté, il se repose beaucoup sur des artifices de narration que je trouve difficiles à avaler. Des plot devices terribles, au premier desquels le pacte de sang, une tripotée de méchants cartoonesques qui sont juste là pour être détestables, et des protagonistes en mort cérébrale qui se jettent dans des conflits sanglants plutôt que de chercher un moyen de les éviter. Là par contre faut arrêter de dire oh là là le méchant cartoonesque Disney
Bah oui, mais c'est cool d'avoir des méchants qui sont juste méchants pour être méchants, même si c'est caricatural. C'est cool d'avoir juste des personnages mauvais, tout simplement. D'ailleurs, parmi les antagonistes les plus populaires, je sais pas, je peux te citer Freezer de Dragon Ball, Dio dans JoJo's Bizarre Adventure. Les gens aiment bien, en réalité, les personnages qui sont méchants pour être méchants. Parfois, même en ce moment, c'est particulièrement vrai. On a de plus en plus de méchants ambigus, qui ont un objectif, qui sont méchants parce qu'il leur est arrivé quelque chose par le passé. Donc parfois ça fait du bien d'avoir juste un bon gros méchant bien débile, juste ouais j'aime bien frapper des chiens, faire pleurer des bébés, prendre l'argent au SDF dans la rue, voilà je prends leur petite pièce dans le gobelet, hop. En tout cas moi ça ne m'a pas dérangé. Et d'ailleurs c'est pas quelque chose de forcément étonnant de voir des méchants comme ça dans Fire Emblem, il y en a toujours eu. Tu prends par exemple, je ne sais pas moi, Manfroy dans Fire Emblem 4. Bon, il est méchant pour être méchant. Tu prends Gangrel dans Fire Emblem Awakening. Pareil, c'est juste un connard. C'est pas vraiment un problème. C'est même plutôt sympa d'avoir à la fois des méchants plus ambigus. Voilà, t'as Sephiran qui est un antagoniste un peu torturé. T'as Zelgius qui est beaucoup moins qui est un peu plus gris qu'il ne l'est dans Fire Emblem 9. Dans Fire Emblem 9, c'est un peu plus un connard pour le coup. Et en contrepartie, t'as vraiment des ordures comme le Kain, comme le Valtome. Et moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien. Le scénario de Radiant Dawn est admirable dans son fond, mais très gauche dans sa forme. C'est là que je me retrouve un petit peu embêté parce que ça fait une demi-heure que je casse du sucre sur le dos de Radiant Dawn et pourtant c'est le moment où je dis que malgré tout ça, je l'aime bien ce jeu. Son ambition est noble. Certes, son scénario est bancal par moment, mais il est aussi épique à d'autres et construit bien sur les bases de Path of Radiance pour finir une histoire qui, dans l'ensemble, reste plutôt un modèle pour la série Fire Emblem. Certes, sa structure en 4 parties cause de gros problèmes d'équilibrage, mais ça part d'une idée ambitieuse qui méritait d'être essayée. Et certes, le jeu sabote sa difficulté avec une mauvaise volonté qui ne satisfait finalement ni les puristes, ni les casual gamers qui veulent juste apprécier le scénario et tuer des trucs avec leurs limitations sur level, mais ça part là aussi d'une volonté louable de proposer une difficulté adaptative en fonction des performances du joueur. Et à côté de ça, il y a tout ce dont on a parlé parce qu'il n'y a rien à dire de plus par rapport à Path of Radiance, mais le map design est souvent très bon, les qualités esthétiques du jeu indéniables, etc. Radiant Dawn n'est pas un chef-d'œuvre, c'est un jeu maladroit dans presque tout ce qu'il entreprend, et à ce titre, il n'est pas au niveau de Path of Radiance. Mais il arrive suffisamment bien à mettre en valeur ses forces et à dissimuler ses défauts pour laisser finalement une bonne impression. Il faut qu'un connard sur YouTube aille se pencher sur des détails pour qu'on remarque que, quand même, le game design de Radiant Dawn est un peu foireux. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu et supporté mon ronchonnement de papier en choc qui trouve que Fire Emblem c'est mieux alors. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos observations, objections ou menaces de mort dans la partie commentaire. Moi je vous dis à bientôt et ne vous en faites pas si vous n'arrivez pas à esquiver la boule de feu, vous n'aurez qu'à recharger la partie. Donc voilà, moi aussi je vais conclure simplement. Je suis pas d'accord quand tu dis que le gameplay il est un peu bancal. C'est pas forcément vrai. Comme tu disais que c'est pas un jeu que tu planifies sur le long terme au cours de ta partie. Si, justement, mais à partir de ta deuxième, troisième partie, quatrième partie, une fois que tu sais ce qui t'attend, justement, tu planifies énormément. C'est un des jeux les plus riches, il a un roster varié, justement. Tu dis, oui, il y a des problèmes d'équilibrage, mais ces problèmes d'équilibrage sont voulus. C'est le désir, justement, d'avoir un cast pas équilibré, justement pour choisir tes favoris, pouvoir entraîner tes chouchous, avoir quand même quelques unités pétées en filet de sauvetage pour les joueurs les moins expérimentés. Globalement, c'est un des Fire Emblem les plus riches en termes de gameplay. Et aussi au niveau du scénario, je trouve que tu as été vachement dur, à part le pack de sang. Tout se justifie, tout tient debout, les personnages sont pas incohérents avec eux-mêmes. Je suis pas vraiment d'accord avec toi sur ce point. Voilà, je t'en ai déjà parlé en détail, je vais pas mettre trois plombs, mais voilà, ça c'est ma conclusion. Et voilà, et faire cette petite vidéo me tenait à cœur parce que non seulement c'est mon Fire Emblem préféré, mais c'est aussi un de mes jeux préférés de tous les temps. Donc voilà, je me devais quand même de le défendre comme ma mère, hein, c'est important. Et voilà, et je trouve pour une chaîne qui parle de game design, t'as quand même fait quelques petites erreurs un peu grossières, quoi. Notamment quand t'as pas compris que les unités parfois elles étaient assignées à un rôle précis, qu'elles avaient au fond une utilité précise pour certaines maps, ou alors qu'ils avaient une utilité auxiliaire, comme par exemple Tormod qui a célérité, on en a parlé, Iliana qui est un convoi mobile, ou encore pourquoi Sdiar qui est différent de Mia, justement parce qu'il y a les capacités innées, et tout ça t'es un peu passé à côté. Et aussi, t'as complètement omis de parler de la version japonaise du jeu qui fait
les promotions très différemment. Pour atteindre le tier 3 par exemple, tu es obligé d'utiliser un objet, tu peux pas le faire juste en level up. Donc c'est quand même une différence notable. En tout cas, j'espère que ma petite critique t'aura plu et t'aura peut-être fait changer ton avis vis-à-vis de FE10. Et je me doute bien que la vidéo elle a 2 ans, ton avis a peut-être évolué entre temps. Voilà, n'hésite pas à m'en faire part. Les commentaires sont ouverts, moi je suis ouvert à toute critique, y a pas de souci. On en discute quand vous voulez. Allez, à plus.